et bienvenue à toutes et à tous dans Intégral Foot, le rendez-vous du jeudi soir sur la web radio au Ville-Lumière. Ce soir, avec moi, comme d'habitude, Sacha Roulin. Bonsoir Sacha et bienvenue à toi. Salut à tous, salut les amis. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tout le monde. Et avec moi aussi ce soir, donc Lloyd du Château. Bonsoir Lloyd, bienvenue à toi. Bonsoir à tous. Alors, encore une fois, on se retrouve donc comme tous les jeudis et on va commencer cette émission. Je crois que Xavier, tu as quelque chose à dire. Tu voulais commencer sur un sujet bien particulier. Ouais, bien entendu, parce que pendant de longues années, j'ai parlé du monde des tribunes. C'est comme ça que j'ai fait de la web radio et j'ai souvent cité Antoine Boutonnet. Donc voilà. Souvent, je l'ai un peu pas en bien parce que par rapport à la politique et comment il gérait un peu les supporters, il faisait partie de la DLNH là, qui gérait les hooligans, mais bon, qui gérait en gros tous les supporters. Souvent je disais qu'il y avait un peu d'amalgame qui était fait, qu'on mélangeait un peu tout. Ben, ce week-end, ouais, on a appris son décès, qu'il s'était suicidé. Donc il a mis fin à ses jours. Et moi, je voulais dire, comme ça fait partie un peu de mon quotidien d'en parler toutes les semaines, il revenait souvent. Donc j'étais quand même touché par ce qui lui était arrivé. Et j'ai été surpris, mais je vais pas dire choqué, mais que certains s'en réjouissent. Donc à la limite, qu'on n'apprécie pas la personne, je veux bien, mais au moins qu'on ait un minimum de décence pour respecter ce qui lui est arrivé et surtout penser à ses proches. Donc voilà, bon, chacun vit ou pense comme il en a envie de toute façon. Mais ouais, j'ai été surpris de certains qui se réjouissaient un peu. Au minimum, tu commentes même pas, mais de là carrément s'en réjouir, j'ai trouvé ça un peu choquant. Donc voilà, en plus surtout pour sa famille qui doit vivre des jours tristes. Tout en sachant que c'est vrai, il y avait une relation avec les supporters très très conflictuelle. Mais de là, on a souhaité ou se réjouir de la mort de quelqu'un. Je pense que ici, tout le monde va être d'accord pour dire qu'on peut être choqué. Ouais, puis c'est pour rebondir sur ce que dit Xavier, c'est vrai que moi c'est toujours quelque chose qui me touche énormément, c'est la bêtise dans le supporterisme. Et la semaine dernière, moi j'ai parlé pas combien des supporters de Saint-Étienne et j'ai souligné que la bêtise, elle n'était pas qu'à Saint-Étienne, qu'elle pouvait être à Marseille, qu'elle pouvait être à Bordeaux, qu'elle était partout. Et là, cette semaine, la bêtise s'était arrêtée du côté de Paris, où j'ai vu des gens se réjouir de la mort d'un homme. La mort d'un homme. Les gens sont limite, se disent oui, mais bon, c'est comme ceux qui s'étaient réjouis de la mort de certains supporters de l'OM, qui s'étaient réjouis de la mort de Julien. Et moi, je suis de l'avis de Xavier, et la mort d'un homme, c'est dramatique. En plus, Boutonnet, c'est vrai qu'il y avait des rapports très très conflictuels avec les supporters du PSG. On sait que lui-même était engagé politiquement à l'extrême gauche. Il n'empêche que... Pas que le PSG d'ailleurs. Hein, tu sais. Pas que le PSG, oui. Voilà. Il était dans la lutte contre le hooliganisme en général. Et il y a eu carrément l'inverse avec, tu peux être ne pas comprendre qu'on se réjouisse, ou alors être dans le silence, avoir un minimum de décence, même si tu rends pas hommage, d'avoir le respect, voilà. Mais alors moi j'étais surpris, ces South Winners ont carrément eux fait l'opposé, où carrément c'était un hommage où ils rendaient hommage au commissaire Boutonnet. Et alors ça, j'étais carrément surpris parce que qu'on vive ça en disant on respecte, mais là c'était carrément, ils rendaient hommage, bravo pour le travail que vous avez fait. Ils ont été carrément à contre-pied de la plupart des supporters qui avaient une relation difficile avec lui. Eux carrément, ils ont été jusqu'à lui rendre hommage. Ça, j'ai été surpris aussi, tu vois. Donc comme quoi, on est toujours surpris. Ouais, et c'était avec tous les supporters. Hein. Il y a souvent des banderoles à Saint-Étienne, justement, où Boutonnet était remis en cause. Mais comme il est remis en cause, toute personne qui gère les supporters à la DLNH, le nouveau, là, maintenant, qui gère ça, quand il se passera quelque chose de mal, il sera mis en cause aussi. Donc, c'était pas spécialement contre lui, c'est parce que c'est lui qui gérait ça. Et donc, il avait des problèmes avec les Parisiens, mais en grosse partie, mais il gérait tous les supporters. Et donc, les interdictions de déplacement, ça venait souvent... il était souvent là pour interdire les gens de rentrer, etc. Et donc, il y avait une relation qui n'était pas bonne du tout avec les supporters, et pas que parisiens. Et je me demande si d'ailleurs
cet hommage, ça vient pas aussi du fait que le mec soit quand même un fervent défenseur de l'antifascisme et donc qui est Boutonnet, ça c'est doit être ça, ouais. Ça un doit être mec d'extrême gauche, ils s'en cachaient pas d'ailleurs. Mais il n'empêche que quand tu... C'est un peu triste de commencer l'émission comme ça, mais tu dis le mec, il est pas juste mort, enfin il s'est suicidé. Tu te dis, mais c'est dramatique. C'est dramatique, presque autant que certaines déclarations qu'on a vues de supporters qui disaient que c'était dommage qu'un homme meure, mais vu que c'était Boutonnet, ça allait, ça va, c'est passable. Enfin, moi, de toute façon, je suis dans l'optique, de toute façon, tu souhaites jamais du mal à personne. Et puis que, comme tu dis, entre supporters aussi, moi, que ce soit un Parisien, un Marseillais, un Bordelais, un Stéphanois, un Lyonnais, je ne souhaite la mort de personne et ça fait toujours mal au cœur de voir quelqu'un qui décède. Donc voilà, pour moi, je suis dans le respect, quelle que soit la personne, que j'ai été en froid avec elle ou pas. Et moi, je trouve que ça devrait être le minimum syndical pour tout le monde. Mais bon, de toute façon, tout le monde fait ce qu'il a envie. Hein. La plupart ils vont dire bah oui, enfin tu fais donneur de leçons. Moi, je le vis comme ça. Certains le vivent autrement. Voilà, moi, je l'aurais. Comme je dis, il y a un minimum de décence pour respecter au moins ses proches. Et surtout quand c'est un suicide, quoi, parce que ça va être quelque chose de très dur à vivre. Je peux en parler en plus facilement, puisque j'en ai eu un collègue au travail. On arrivait un matin, il s'était suicidé. Et je peux te dire un truc, tu le vis, même si tu n'es pas très proche de la personne, bah, tu le vis, ça te touche, ça te retourne beaucoup. Donc moi, je pense à ses proches, et même si il avait beaucoup de gens qui ne l'appréciaient pas, mais il ne faut pas se réjouir de ça. Voilà. En tout cas, on présente nos sincères condoléances à toute sa famille et qu'il repose en paix. Voilà. En tout cas, on va passer au premier débat. Merci à vous les amis. On va passer au premier débat. Et bon, je peux vous assurer que déjà dans les commentaires, vous commencez à vous habituer. Je pense que voilà, vous allez être traité de facho, de raciste. On en a discuté tout à l'heure. C'est pour ça que je vous le dis déjà. Karim Benzema. Aujourd'hui, durant quasiment 10 jours maintenant, ce plan de communication de la team Benzema, Karim et son agent. Je vais prendre 2 minutes pour un peu vous donner une petite image de ce plan de communication. Alors le mercredi 1er novembre, il a accordé une interview aux Inrock. Une semaine après, le 8 novembre, C8 lui a consacré toute une émission avec comme invité le producteur du documentaire, entre guillemets. Le lendemain, son avocat était dans C'est à vous, dans France 5. Le vendredi, l'équipe lui a consacré 4 pages. Le samedi, le producteur de l'émission est invité encore une fois chez France 5. D'ailleurs, je ne comprends pas le délire avec France 5, mais bon, dans l'émission, c'est l'hebdo. Et puis le finish, voilà, dimanche. Le documentaire diffusé exclusivement sur Canal+, et l'interview dans le Canal Football Club. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a une quasi-certitude que c'est Karim Jaziri, donc l'agent de Benzema, qui a financé le documentaire. On va y revenir après, même si jusque-là, il n'y a pas eu de démenti ou de réaction de n'importe quelle partie. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, avant tout, qu'en pensez-vous ? Je vais commencer par toi, Sacha. Est-ce que ça devient ridicule ce tapage médiatique du côté de Benzema aujourd'hui sur Didier Deschamps? Est-ce que c'est de l'acharnement sur le sélectionneur français? Je vais répondre, si vous me le permettez, je vais répondre avec mon tacle glissé que j'ai écrit il y a quelques minutes pour Karim Benzema. Donc voilà, Benzema en équipe de France. Le débat a refleuri dernièrement un peu la manière des feuilles qui repoussent sur nos arbres lorsque le printemps est annonciateur de la douce chaleur de l'été. L'été, justement, ce sera la période où se déroulera la Coupe du Monde en Russie. Et puis la Russie, c'est le pays qui a envie de visiter Karim Benzema l'été prochain. Alors, c'est pas pour la vodka ou pour les filles faciles, mais bel et bien pour y jouer la Coupe du Monde avec son pays. Évidemment, il y a un problème, c'est les relations qui sont très tendues avec Didier Deschamps. Ces mêmes relations qui feront que Benzema ne respirera sans doute pas l'air moscovite. La faute à une bête affaire de sextape avec Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena qui est la principale victime et dont tout le monde semble se foutre absolument. Et donc, comme tu l'as dit, histoire de vouloir relancer cet éternel débat qui ne fera jamais rien avancer sur fond de communautarisme nauséabond, Canal+ a revêtu sa robe d'avocat et de juge afin de défendre Benzema dans un documentaire qui sent plutôt... qui pue la propagande.
Benzema la victime, Benzema le banni, Benzema le mal aimé. Voilà ce que nous a proposé Canal+, qui le plus se tient en parfait collabo lorsqu'il faut défendre la petite délinquance, quitte à oublier les victimes, à savoir Mathieu Valbuena, donc sort, encore une fois, je le rappelle, n'intéresse absolument personne. Alors que dire sur l'aspect sportif, Benzema, joueur génial, ce serait mensonger d'affirmer le contraire. Joue au Real depuis presque 10 ans. Cela ne peut et n'est pas le fruit du hasard. On peut parler d'erreurs de casting lorsqu'il s'agit de Julien Faubert ou de Thomas Gravensen, mais dans le cas de Benzema, le doute n'est évidemment pas permis. On ne va sans doute pas ici remettre en cause le talent sportif de Benzema. Mais il y a un mais, et ce mais, c'est le comportement de Benzema, car Benzema agace, il énerve le football, car le football n'est pas qu'une affaire d'individualité, mais c'est aussi et surtout la cohésion d'un groupe. C'est cette fameuse cohésion qui pousse Deschamps à protéger son groupe de Benzema afin que l'équipe n'explose pas. Deschamps a pris sa décision et il s'y tient. Les pros Benzema sortent alors leurs armes préférées, comme on l'a vu dimanche soir, à savoir la victimisation en traitant le sélectionneur de raciste. Ce même sélectionneur qui appelle Fekir et qui a soutenu Benzema sans faille, et ce malgré sa nullité absolue en équipe de France, oui, ce sélectionneur est raciste. Et c'est en tout cas pas en dehors du terrain que Benzema souffre de son image, car son comportement plus que limité de son entourage avec un Bouba en première ligne font que Benzema est aujourd'hui quelqu'un que le football français ne veut plus dans son équipe de France. Benzema n'a jamais manqué à l'équipe de France, car il n'a jamais été bon avec l'équipe de France. Et la réalité saute aux yeux de tous. Benzema ne manque à personne. J'ai même envie de dire qu'une fois que Benzema raccrochera les crampons et à l'heure du bilan, il ne laissera pas un souvenir impérissable, sinon celui d'avoir été un des sales gosses de l'histoire du football français. Le respect ne s'achète pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard ou le salaire au Real Madrid. Et cela, contrairement à ce que pense Gilles Verdez, alias la petite Catin d'Aluna, ou de Giroud, alias Papy Zinzin, qui alimente l'idée d'un supposé racisme à l'encontre du camarade Benzema, juste parce qu'il s'appellerait Karim. Je crois au contraire que les gens n'apprécient pas Benzema pour son comportement et non pour ses origines. Mais de son côté, Didier Deschamps continue de se passer des services de l'attaquant du Real et sa sanction semble irrévocable, comme dans Koh-Lanta. Pour l'intérêt de son groupe et pour sa propre image, Deschamps doit se dire qu'on ne part pas à la guerre avec des gens susceptibles de planter un couteau dans le dos à son général. Pour illustrer le cas Benzema, en fait, un seul proverbe suffit. Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. J'en ai fini. Ton avis, Xavier, je sais que tu souhaites toujours revenir à chaque fois sur les tacles glissés de Sacha. Alors, on t'écoute. Bah, je crois que je l'avais trouvé dur pour Layline Kurzawa et puis Patrice Evra. Enfin, tu les avais bien clashés. Et là, t'étais, je crois, encore pire. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas, parce que t'en as tellement dit. Mais on voulait pas te couper parce que mais bon, après c'est dur de retenir tout ce que tu as dit et parce qu'il aurait fallu réagir à chaud des fois au moment où tu sortais les choses, tu vois. Ouais, t'es un petit peu comme d'habitude dans l'excès un petit peu des mots, même si tout ce que tu dis n'est pas faux. Moi le souci c'est que Karim Benzema, je suis pas un grand fan de lui, mais faut avouer une chose, c'est que les personnes qui connaissent pas bien le football ou qui le suivent de loin, ils vont se dire le mec il est au Real Madrid, ça fait 10 ans. En plus c'est le parfait partenaire de Cristiano Ronaldo. Il est parfait au Real. Ouais, il est parfait au Real. Après quand tu dis en équipe de France, c'est vrai qu'il a rarement été bon. Après moi j'ai vu un tweet l'autre fois, ce qui est totalement vrai, qui dit à écouter les médias, on dirait que quand il joue en équipe de France, il joue à côté de Chèvre. Il avait quand même des bons joueurs à une période à côté de lui aussi. Hein. Mais ouais, il a jamais eu le jeu en équipe de France. On pouvait le retrouver au Real Madrid, mais bon, il n'avait pas le même partenaire aussi. Mais ouais, après sortir la carte du racisme, comme tu dis, tout le monde ne la sort pas. Certains la sortent, mais certains sortent cette excuse-là. Mais Deschamps, je pense pas qu'il soit raciste. Au contraire, il lui a fait confiance quand il a passé plus de 1000 minutes, je crois, sans marquer de but. Il lui a fait confiance. Moi, je pense qu'il a été déçu de lui et que ce qu'on peut lui reprocher, j'ai entendu Pierre Ducrot qui parlait de ça dans un débat dimanche avec Daniel Riolo. Ce qu'on peut reprocher à Didier Deschamps, il devrait carrément dire voilà, j'en veux pas pour mon groupe. Il laisse planer le doute.
alors qu'il devrait carrément le dire. Voilà, parce qu'il le prend pas, c'est pas que pour ses performances, c'est peut-être pour la cohésion du groupe. On a déjà vu que c'est arrivé. Une période, on s'est passé de Cantona, de Ginola, et puis dans d'autres sélections. Après, moi, ce que je trouve aussi malsain, sachant comment ça tourne sur les réseaux sociaux, comme tu disais, entre les pros. C'est un peu comme le débat pro-Bielsa, anti-Bielsa. Tu peux pas être entre les deux si tu es pro-Benzema ou anti-Benzema. Bah, soit tu es dans le bon camp, soit tu es dans les côtés, comme tu dis, entre guillemets, des fachos. Non, je pense pas. Et le problème, en plus, c'est que, comme tu disais, là, les médias, en faisant ça, ils encouragent un peu ce côté un peu malsain. Et il faut pas entretenir ça, au contraire. On peut ne pas vouloir de Karim Benzema ou dire qu'il nous manque pas en équipe de France et dire quand même que c'est un bon joueur, mais que voilà. C'est excessif en fait du coup. Non, ouais, parce qu'on est à peu près peut-être dans les mots que t'emploies. Moi, j'emploie des mots un peu plus souples, je vais dire. Mais non, c'est sûr qu'il est pas dans le je pense que dans le groupe, il préfère avoir un groupe sans Benzema qu'avec Benzema. Après, sur ses qualités de footballeur, je peux comprendre que certains ne comprennent pas qu'il soit pas en équipe de France, mais c'est le choix d'un sélectionneur. Et puis voilà. Après, moi, sur Twitter, c'est pareil. Moi, ce qui m'a un peu fait rire, c'est quand je l'ai pas vu le Canal Football Club, j'ai vu des extraits où il dit que Ben Arfa avait le même talent que Messi. Ouais, je veux bien, mais bon, il y en a un qui m'a répondu sur Twitter, mais en attendant, lui, il est footballeur, donc je préfère écouter son avis. Oui, enfin, c'est pas parce que c'est sûr qu'il a plus de connaissances peut-être que nous en étant joueur de foot. Mais bon, moi, comparer le talent de Messi à Ben Arfa, ça aussi, faudra. Alors, il y en a qui sont d'accord avec ça. Je veux bien que Ben Arfa avait du talent, mais de là à dire qu'il a le même talent que Messi avait, ouais, enfin, toi, c'est plein de choses. Dès que tu dis un petit mot, et ben on va te dire quoi? On va dire ouais. Alors si tu critiques Benzema, t'es un raciste. Si tu critiques Ben Arfa, ouais, mais ou les propos de Benzema, oui, mais toi, au moins lui il est footballeur, il a sûrement plus de connaissances que toi. Dans ce cas-là, il y a plus de débat, on parle pas, puis merci et au revoir, hein, voilà. Puis Ben Arfa c'est son pote, donc forcément que c'est plus facile d'être défendu par son pote. Après, je dis pas qu'il a pas de talent, j'ai jamais dit ça. Non, mais dans tes mots, oui, je t'ai trouvé un peu. Et quand tu dis ce que tu dis, Sacha, que je pense comme toi, alors que j'ai dit que tu étais un peu excessif, c'est dans le ton de ta chronique, les mots que tu emploies, tu en joues exprès. Voilà. Mais dans la plupart des choses que tu as dit, je suis à peu près d'accord, à part le fait que le football français n'en veulent pas. Parce que moi, je pense que le football français, au contraire, la plupart sont plus derrière Benzema que derrière Deschamps. Ah, moi je pense pas justement. Je pense que les gens en ont un peu marre d'avoir ces joueurs et cette mentalité racaille en équipe de France et je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui un mec. Après, c'est jamais trop mal comporté en équipe de France, hormis l'affaire avec Mathieu Valbuena. Si tu regardes, il a jamais trop été dans des histoires où il a foutu un peu le bordel, tu vois. Il a jamais vraiment été impliqué et puis contrairement à ce qu'est dit, les joueurs en équipe de France, ils sont pas, ils demandent pas expressément son retour en fait. C'est ça le problème. Oui, c'est peut-être ça. Pas vraiment. C'est peut-être ça la clé de tout ça, de l'affaire, c'est que si tu as un groupe où la plupart ils veulent pas qu'ils reviennent, soi-disant, ou le sélectionneur, il reviendra pas parce qu'il préfère garder la cohésion de son groupe, quitte à se passer d'un joueur talentueux. C'est peut-être ça. De toute façon, je crois qu'on a intégré beaucoup de jeunes à l'équipe de France aussi. Il y a la page Benzema, c'est la génération d'avant. Et maintenant, il y a la cas Mbappé, bon, c'est le nouveau, mais il y a eu quand même Dembélé, il y a Lemar, il y a Pogba, la nouvelle star, il y a Griezmann, la nouvelle star. On a intégré beaucoup de joueurs qui sont dans des grands clubs aussi, et je pense que maintenant, la page de la génération de Benzema, Nasri, Ben Arfa, elle est tournée. Oui, de toute façon, Nasri, c'est clair. Nasri, encore Benzema, il y a débat, mais Samir Nasri ou Franck Ribéry, voilà, c'est derrière tout ça, je pense. Après, excusez-moi de vous couper, j'aimerais revenir sur le point du racisme. Parce qu'on en parle à chaque fois, c'est l'argument qu'on nous sort. C'est pour Sacha.
Ouais, surtout pour Sacha qui va être traité de tous les noms. Enfin bon. Je pense même que le FN va m'envoyer ma carte gratuitement. Voilà. Donc non mais cet argument qui est mais démontable en 2 secondes, parce que quand on regarde bien en équipe de France, au niveau des religions, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 5-6 joueurs qui sont musulmans, qui sont d'origine africaine, sans citer les noms, dont Paul Pogba, comme l'a dit Lloyd. Et derrière, si moi je suis raciste, si moi Didier Deschamps je suis raciste et que j'appelle pas Benzema, j'aurais pas appelé Adil Rami. Alors Adil Rami, je crois pas qu'il est d'origine colombienne, hein. Enfin, je dis ça. Idem pour Nabil Fekir. Les exemples sont là. Donc c'est un argument tellement débile et tellement démontable en 2 secondes, mais qui est facile et qui, encore une fois, on tombe dans le piège du communautarisme et dans cette victimisation des Maghrébins, etc. Et qui aujourd'hui, moi, en tant que Maghrébin, en tant que Tunisien, en tant que musulman, ça me fait mal au cœur de voir que ces gens-là, qui ont la même origine que moi, tombent dans ce piège-là facilement et défendent Benzema en pensant, et même certains qui s'en foutent du football et qui n'en ont rien à foutre de l'équipe de France, ni du foot, ils ne regardent même pas le foot, mais qu'ils défendent parce que pour eux c'est un combat, parce que on a dessiné, les médias et les gens ont fait un dessin genre Deschamps c'est le raciste et derrière Benzema c'est la victime qui aujourd'hui tout le monde tape dessus. Après, ce que disait hier, j'écoutais sur AMC Daniel Riolo qui disait, par contre, faut pas non plus dire qu'il a traité, enfin c'était dimanche soir, qu'il a traité Deschamps de raciste. Il y a une confusion qui est faite, c'est plutôt qu'il a dit, la phrase qu'il avait dit, c'était qu'il a cédé à une partie de la France qui était raciste. Il n'a pas spécialement dit qu'il était raciste. Ouais. Bon. Ouais. C'est quasiment la même chose. Hein, c'est pas pareil que de dire Didier Deschamps est raciste, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il est pas loin de le penser quand même. Après, moi, tu vois, quelqu'un comme... en plus, le ridicule, c'est quelqu'un, je crois que c'est comme Booba, qui a dit que comment le fait qu'il ait des origines algériennes a fait que, il part avec un... Je sais plus comment il dit ça, il part avec un désavantage, que les gens ne l'aiment pas à cause de ça. Zidane, il est... Voilà, et puis Zidane, t'as vu comment t'as vu comment il a quitté l'équipe de France sur un coup de tête. Le mec, il est intouchable, on lui a tout pardonné. Parce que c'est en France, on va dire, c'est assez Dieu Zidane pour la plupart des gens. Donc cet argument-là, il tient pas. C'est pas parce que tu es d'une certaine communauté qu'on va te détester. Encore heureux, attends. Parce que bon, il porte le maillot de l'équipe de France, faut pas oublier. Après, comme tu dis, Béchir, les relents de communautarisme qu'il y a en France pour quelque religion que ce soit, voilà, c'est ça le risque, parce qu'après ça peut être certains qui aiment même pas le foot qui viennent s'en mêler alors qu'ils suivent même pas le foot et c'est juste pour aller défendre une certaine origine ou quoi. Alors que je pense que le problème il vient pas du tout de ça. Il y aurait pas eu l'affaire Valbuena, il aurait été à l'Euro, il serait titulaire en bleu actuellement. Et puis c'est hyper fatigant dans l'autre sens aussi. T'as l'impression que quand tu aimes pas Benzema, quand t'as pas envie que Benzema revienne, forcément t'aimes Olivier Giroud, et qu'Olivier Giroud, t'as presque l'impression que c'est le défenseur des blancs chrétiens entre guillemets quoi. Et ça ça m'énerve aussi particulièrement parce que c'est la France, l'équipe de France, elle va pas être gagnante de ce genre de débat à la con parce que c'est des débats de merde sur les défenseurs d'un côté de Benzema et ceux qui de l'autre côté sont prêts à défendre Giroud bec et ongle alors que tu peux très bien juste aimer le foot, reconnaître que Benzema est super bon en club, que Giroud est performant en équipe de France, mais en reconnaissant également que niveau foot, Benzema pour moi il est supérieur à Giroud. Et le problème c'est toujours opposer deux joueurs et là on est vraiment dans quelque chose qui est hyper violent. Avant l'Euro 2016 il y a un môme sur un match amical, je ne saurais plus citer lequel exactement, qui se balade avec une pancarte dans le stade qui avait probablement dessiné son père en disant Olivier Giroud sois gentil, blesse-toi. Mais on est vraiment dans là le communautarisme d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs il est très très violent actuellement parce que pour certains, Olivier Giroud, il est en équipe de France parce que Karim Benzema n'y est pas, alors que ça se trouve, s'il y avait Benzema, les deux, ils seraient aussi, hein, ça se trouve. Donc tu peux pas savoir. Non, mais comme tu dis, après, bon voilà, il y en a beaucoup, je pense, comme tu disais, Béchir, tu aurais voulu avoir un pro Benzema dans l'émission. Après, à savoir, quand tu prends un pro Benzema qui veut bien dialoguer, ou un autre débat.
Enfin, Bah voilà. les connaissant, il n'y aurait pas eu de débat. Si c'est un pro ou un anti, mais que tu peux discuter avec, tu peux, bah voilà, c'est intéressant. Si c'est pour te traiter de raciste ou être trop dans l'excès, bah ça sert à rien. Voilà. Pour avoir un bon débat, faut aussi savoir peser le pour et le contre, être dans la mesure et pas trop être à fond contre ou trop pour, tu vois, parce que sinon c'est pas constructif. Après, Non, s'il y en a un qui veut intervenir pour défendre Benzema dans une prochaine émission, au contraire, ouvre-lui l'antenne, il est ça pourrait être bienvenu, intéressant, bien sûr. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu ici, mais en tout cas, je voulais aussi avoir votre avis. Moi, je pense, en tout cas, et vous me direz votre avis là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, le sélectionneur, qu'il sélectionne Benzema, Griezmann ou même Nolan Roux, le plus important, c'est le résultat au final. Parce que moi, sélectionneur, je peux sélectionner le 11 de départ de Dijon et je gagne l'Euro, la Coupe du Monde. Ben, voilà, c'est le plus important, c'est le résultat final. Moi, je pars avec cette logique-là. Pour moi, les joueurs, c'est pas important. C'est comme pour l'équipe du PSG. Si demain, le PSG vire Cavani, on va pas tous jeter nos maillots et les brûler. Enfin, Mais ça, c'est un autre problème qu'on a avec Deschamps, et c'est là-dessus que je pense que Benzema s'est dit, plutôt l'entourage de Benzema, parce que moi, je suis pas persuadé que Benzema on ait vraiment quelque chose à cirer de l'équipe de France. C'est la manière dont tu fais jouer ton équipe et dont Deschamps fait jouer son équipe, puisqu'on revient un débat sur l'équipe de France. Je pense qu'en France, on doit aller plus loin que seulement le résultat. C'est valable pour l'équipe de France, c'est valable pour le PSG, c'est valable pour la plupart des grands clubs et des grandes nations. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'en France, on a un peu ce problème, c'est-à-dire on analyse que le résultat final, et on oublie un petit peu la manière, on oublie le jeu, et on pense que juste avec un résultat, on va réussir à faire oublier des performances franchement très très moyennes, comme on en a vu lors par exemple, du dernier Euro, où la France arrive en finale un peu miraculeusement, notamment je pense au match la demi-finale contre l'Allemagne, ou le reste du parcours de l'équipe de France qui a quand même été assez tranquille. Favorable. Ils ont eu un tirage favorable en plus. Ouais, mais j'essaye d'être modéré, j'essaye de suivre tes conseils et tout. De toute façon, ouais, c'est dur. Hein. Non, mais il faut être clair que par contre, si jamais Deschamps, par exemple, Didier Deschamps, l'équipe de France est éliminée plus tôt que prévu, parce que je crois que tout le monde attend. L'objectif, c'est quart même demi, je crois. Si jamais ils sont éliminés avant, ça c'est clair que de toute façon, là, ça va lui tomber dessus. Ils diront de ne pas avoir pris Karim Benzema. Le débat va revenir hein, de toute façon. Après, sur le jeu, c'est clair que comme le jeu est pas terrible, tu peux toujours dire est-ce que ça jouerait pas mieux avec lui? C'est pour ça qu'il y a ce débat-là. Mais tu sais, c'est dans le sens inverse aussi. Hein, quand tu te permets d'émettre une moindre critique sur le Paris Saint-Germain, même si tu es supporter du PSG, oui, bien sûr. Mais attends, ils gagnent 5-0, qu'est-ce que tu veux? Et puis après, s'ils se font éliminer en 8e ou en quart de finale de la Ligue des Champions, on ira critiquer. Tu peux gagner des matchs et des fois ne pas être content du contenu, te dire mais on voit un peu plus loin. Mais si tu dis ça, t'es un supporter en carton, t'as pas connu l'époque avant, bah oui, mais après maintenant c'est plus comparable. Toi, par exemple, moi quand j'étais pour PG Anderlecht, la RMC, j'en ai parlé avec Jérôme Roten après le match où je lui ai fait. Tu dis le match était pas terrible, tout ça. L'opposition était pas terrible, mais bon, tu gagnes 5-0. Et après, c'est ce que je dis. C'est vrai qu'on est devenu vachement exigeant parce que maintenant, tu gagnes 5-0 et tu arrives à pas être content. 5-0 en Ligue des Champions, même si c'est en direct en face. À une période, tu aurais gagné 1-0 en Ligue des Champions, tu aurais été heureux. On est devenu presque exigeant. Donc voilà. Donc après, maintenant, il faut. T'attends de l'équipe de France que ça joue un peu mieux, c'est pas le cas. T'attends qu'ils aillent loin, c'est pas le cas. C'est clair que s'ils avaient gagné l'Euro et que Benzema n'y était pas, peut-être que tous ces débats seraient pas revenus. Là, ça revient parce qu'il y a la Coupe du Monde qui se rapproche et tu sens que Benzema il sera pas à la Coupe du Monde avec les Bleus. Et je pense que tout le monde a voulu remuer ça un petit peu, mais je pense que ce sera contre-productif parce que Deschamps, qui est comme ça une propagande, comme vous dites entre guillemets, faite pour Benzema ou pas. S'il n'a pas envie d'appeler, il n'appellera pas parce que lui, c'est son choix, il fera ce qu'il a envie. C'est aussi le truc qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder la Coupe du Monde en se disant putain,
vivement que la France il se fasse sortir, que je puisse dire ah oui, bah, s'il y avait eu Benzema et tout, et ça va vraiment créer un climat pourri. Après, moi, je pense qu'aussi, la France, comme le PSG, on veut s'imposer comme une grande équipe. On prend l'Allemagne qui a gagné la dernière Coupe du Monde, elle a son style de jeu. L'Espagne avant a son style de jeu. L'équipe de France ne l'a pas actuellement avec Didier Deschamps, mais c'est pas une question de Benzema ou quoi. C'est une question que pour le moment, on n'a pas trouvé l'équilibre. On a une défense qui prend des buts assez gag, on a une attaque qui marque assez, des fois, on se demande comment on peut perdre contre la Suède alors qu'on a 40 occasions, on en met que 2, on en met qu'un. Et ouais, il y a pas mal de défauts, mais après, je pense que le débat Benzema, même après, c'est un débat qui va encore plus loin. Benzema en pointe, il a quand même passé 1180 minutes sans marquer. Dans n'importe quelle autre équipe, grande équipe, que ce soit l'Allemagne, on va prendre les derniers champions, Allemagne, Espagne, si leur attaquant était resté autant de temps, est-ce qu'il serait encore titulaire dans leur équipe? Est-ce qu'il serait resté autant de temps? Je suis pas sûr. Mais il y a en Espagne, à un moment, ça, l'attaquant, celui de Chelsea, je connais que lui. Diego Costa. Diego Costa, ça tournait pas bien non plus. Ils l'ont laissé quand même pas mal de temps titulaire, malgré que après peut-être qu'ils avaient pas d'autres avant-centres naturels, attaquants de pointe pour prendre sa place. Je suis pas assez pointu là-dessus, mais lui aussi, je crois que ça fonctionnait pas trop bien en équipe d'Espagne. Ouais, puis bon, depuis. Enfin, Benzema, ce qu'il faut dire, c'est que le mec qui passe 1200. Je crois que le chiffre exact, il me semble, que c'est 1220 minutes sans marquer. Qu'il fasse ces 1220 minutes sans marquer, il y a. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que le mec en équipe de France, et ça, c'est une réalité, il a jamais été bon. D'ailleurs, les gens, les pros Benzema, tu leur demandes, oui, mais bon, d'accord, moi, Benzema, admettons que je suis d'accord avec toi, que je dise que Benzema, c'est un bon. Qu'il est en équipe de France sans problème. Cite-moi les bons matchs de Benzema en équipe de France. Alors, il y a le match contre l'Ukraine et, à mon grand regret, le match contre la Suisse à la Coupe du Monde 2000. Ah, c'est pour ça que tu l'aimes pas, toi. Ouais, d'accord. C'est 2000. J'ai un blanc. 2014, il me semble. La Coupe du Monde au Brésil? Ouais. Ouais, c'est 2014, ça. ouais. Et donc, la parenthèse dorée de Benzema, c'est 2 matchs. C'est 2 matchs. Après, il y en a qui vont très torcher qu'Olivier Giroud, il est à presque 30 buts, mais il marque des buts pas contre des grosses nations aussi, toi. Tu peux avoir ce. Oui, il a marqué contre la Suisse, je suis désolé. Bah oui, justement, c'est pas une grosse nation. C'est facile. Non, mais. Non, je rigole. Le but face à l'Ukraine aussi. Je suis d'accord avec toi. En qualification. Ouais, ouais, voilà. C'est ce qu'il disait, Sacha. Donc, les gros matchs de Benzema, il y en a 2. Voilà. Contre des équipes valables, hein, attention, parce que bon, tu vas mettre 3 buts contre les îles Féroé, les mecs, il y a 3 bouchées, 2 facteurs incomptables, t'es là, bon, bah, écoute. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi, maintenant, il y a plus de matchs, donc ça aussi, tu sais, quand on compare des fois, dans les stats, ah oui, il a battu le record, ça dépend aussi contre qui tu joues, le nombre de matchs. Maintenant, il y a beaucoup plus de matchs qu'avant, donc c'est aussi les stats. Par exemple, on compare là Olivier Giroud avec Jean-Pierre Papin sur les 30 buts. Pour être assez objectif, est-ce qu'il y avait autant de matchs à l'époque? Est-ce qu'il y avait il y a plus d'équipes en plus maintenant, donc ça dépend contre qui tu marques. C'est sûr que tu marques 10 buts en équipe de France, mais à chaque fois c'est grâce à toi que tu passes en 8e, quart ou demi-finale. Il vaut mieux marquer des buts importants qui marquent les esprits que des matchs où tu vas marquer 4-5 buts contre une équipe de deuxième zone, à la limite. Puis Giroud, mais je suis désolé, mais ces matchs-là, les matchs importants, enfin par exemple à l'Euro, le mec, ces buts-là, où ces passes décisives, notamment contre l'Irlande, si je dis pas de bêtises, lui, pour le coup, il est décisif. Lui, pour le coup, il est là. Lui, pour le coup, il est décisif. Et évidemment, lui, c'est sur lui, sur qui tout le monde retombe, parce que c'est le coupable désigné de la non-titularisation de Benzema, alors que... Ouais, quand tu alors qu'il a toujours été meilleur que Benzema en équipe de France, et ça c'est une réalité qui est très dure à accepter pour les pros Benzema. Non, ouais, juste pour conclure là-dessus, là, comme tu disais Sacha, le seul problème c'est que les gens, quand tu regarderas quelques années plus tard, ou ceux qui regardent le foot au loin, c'est que tu peux dire que c'est un joueur qui aurait été très bon au Real Madrid, parce qu'il faut avouer qu'on aime ou pas Benzema, ce qu'il fait au Real depuis 10 ans, c'est admirable.
parce que personne n'aurait cru quand il a quitté Lyon qu'il s'imposerait, parce que ça n'a pas toujours été facile pour lui, qu'il y soit depuis 10 ans, que ça marche aussi bien. Mais à côté de ça, ça marche pas en équipe de France. Après, c'est ce qu'on entend souvent dans les médias, des gens qui disent t'as des joueurs t'es pas prophète dans ton pays. On dit souvent, ça sera le cas aussi pour lui, comme ça a été pour Eric Cantona. Ou même pour par exemple peut-être un degré moins, mais pour moi David Ginola c'est quelqu'un que j'adorais comme joueur, c'était le moment où j'ai commencé en plus vraiment à m'investir, à aller au stade tout, et j'adorais David Ginola. Il faut voir aussi ce qu'il avait pris, et puis que il avait même après France-Bulgarie, c'était la personne qu'on voulait plus voir en équipe de France. Il n'a pas revu l'équipe de France. Ouais, il y a des grands joueurs qui n'arrivent pas à être prophètes dans leur pays, qui n'arrivent pas à être partie intégrante de leur sélection. Karim Benzema, à part que si jamais ça change d'entraîneur avec Didier Deschamps, il s'en va, peut-être qu'il reviendra Benzema, mais ça se trouve, ça en restera là. Après l'affaire avec Mathieu Valbuena, il n'aura pas retrouvé l'équipe de France, et le meilleur de sa carrière, ça aurait été en club, et notamment au Real Madrid. Après, ça se respecte, ce parcours-là. Pour ça, je peux comprendre aussi les gens qui ne comprennent pas. Parce que quand tu es un gros joueur comme ça et qui ne s'impose pas en équipe de France, où on estime on lui donne plus sa chance alors qu'il devrait, il y en a certains qui trouvent ça injuste, et je peux le comprendre aussi pour ceux qui sont vraiment fans du joueur. Puis un truc qui est dangereux, je trouve aussi, parce que c'est marrant, ça intervient une semaine, à peu près, ce documentaire intervient à peu près une semaine après les propos mensongers de Ménez sur Patrice Evra. Et c'est marrant parce que quand tu cites... quand les gens t'expliquent pourquoi ce sont des bons joueurs, ils te disent toujours il a gagné la Ligue des Champions. Comme si le mec était tout seul, comme si le football était un sport individuel, comme s'il n'y avait pas, par exemple, Ronaldo à côté de Benzema ou Ronaldo à côté de Patrice Evra, comme si les mecs, c'était vraiment eux qui avaient gagné ça tout seul. Et ça aussi, c'est un autre problème dans le football actuellement, c'est que on pense à l'individuel, on pense rarement au collectif. Pour moi, c'est pas Evra ou Benzema qui gagnent la Ligue des Champions. Ils sont dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné ensemble avec un effectif. Et aujourd'hui, les seuls joueurs pour qui je pourrais dire oui, ils ont mené leur équipe au succès, c'est Messi et Ronaldo. Benzema ou Evra, ce sont des adjoints de ces joueurs de classe là. Et ça, c'est très problématique en France, et dans le football en général, c'est qu'on met l'individuel avant le collectif, et ça va devenir vraiment très très problématique dans les années à venir. Et bizarrement, ces mecs, on dit toujours ils ont fait gagner, machin, ils. Quand ils viennent en équipe de France, ils se transforment en fantômes bizarrement. C'est le cas pour Evra qui a toujours été nul en équipe de France, c'est le cas pour Benzema qui a été transparent. Alors ces mecs-là, quand on nous dit toujours, quand on utilise toujours le il avant, il faudrait peut-être arrêter et se poser la question de qu'est-ce qu'ils apportent au collectif alors qu'ils sont censés être des leaders dans cette équipe. Ces deux joueurs, que ce soit Evra, Benzema, il y en aurait d'autres à citer, ces deux joueurs en équipe de France, ils n'ont jamais rien apporté de bon. Et moi, ça me dérange parce que j'ai l'impression que quand ils viennent en équipe de France, ils sortent les gros bras en disant oui, mais nous, tu vois, moi je suis au Real, puis moi je suis à Manchester, alors je suis un peu le patron de l'équipe, et les mecs, tu les vois sur le terrain et ils font rien, et donc il y a aussi un problème à ce niveau-là, quoi. C'est bien beau de briller en club, mais quand tu arrives en sélection, le minimum syndical, c'est évidemment d'assurer un minimum. Et on l'a jamais vu ni avec Evra, ni avec Benzema, ni avec des mecs comme Anelka et autres, malheureusement. Je viens pas de me faire que des potes là, je sens. Je sais pas pourquoi. Donc en tout cas, en 20 secondes pour conclure, vous allez me dire si vous êtes pour ou contre un retour de Benzema en équipe de France selon vous, sans argumenter, juste selon vous en tant que Français supporter de l'équipe de France. Sacha. Contre. Xavier. Moi, je suis contre le retour de Sacha dans l'émission. Moi, honnêtement, je vais faire une réponse de Suisse, tiens, au passage, pour Sacha. Moi, je suis ni pour ni contre, mais je pense qu'il ne reviendra pas. Tant que Didier Deschamps sera sélectionneur. Lloyd. Moi, je suis contre. Voilà. Donc après, ils vont. Contre Sacha. Les deux. après, ils vont me dire.
c'est pas neutre et Béchir, tu as fait un débat avec des fachos. Bah merci les gars, hein. C'est gentil. Voilà. Et Béchir est contre aussi. Hein. Oui, bon, mais je veux pas te mettre dans la merde. Je suis l'animateur, je dois rester neutre. Hein, mais... Honnêtement, on pourra réécouter l'émission nous à froid et pas à chaud comme on est en plein dedans, mais je pense pas qu'il y ait des choses qui aient été dites qui peuvent dire c'est des fachos ceux qui s'expriment à l'antenne. Tu vois, je pense pas qu'il y ait des choses graves de dites. On a été objectif. Voilà. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Pour attaquer Benzema, ni pour l'encenser. On est neutre, on est là et on donne notre avis. On va passer à un autre sujet. Un autre gros sujet cette semaine, l'élimination de l'Italie. Exceptionnel, depuis 60 ans, ce n'est pas arrivé. Bon, voilà. Qu'en avez-vous pensé? Je vais commencer par toi, Lloyd. C'était inattendu quand même face à la Suède, qui a une bonne équipe, mais... Quand même, on se dit que l'Italie, ça reste l'Italie, quoi. Pour moi, déjà, je voyais l'Italie perdre quand j'ai vu le tirage au sort contre la Suède, parce que pour moi, l'Italie, elle n'a pas su évoluer. Ils ont pris, là, leur star, c'est Buffon. Ils ont perdu Pirlo. On attendait Verratti. Verratti en Italie, il est transparent, on le voit pas. Il n'est pas à son poste. On joue encore dans un système qui est vraiment ancien. C'est la fin aussi du système, je pense, du 3-5-2. Quand tu es mené 1-0, que tu as pris 1-0 à l'aller et que tu continues en 3-5-2, Ventura, il s'est planté. Mais il n'y a pas que lui. Ses joueurs ont été mauvais. Quand on voit la vidéo là, de De Rossi sur le banc qui dit « Mais pourquoi tu veux me faire rentrer alors qu'ils savent qu'ils doivent gagner et préfèrent rentrer De Rossi ?» Personne ne le comprend. Il fait rentrer El Shaarawy, je crois, à la 80e minute, alors que El Shaarawy, c'est peut-être l'un des seuls joueurs qui sait sur les grands matchs comme ça en Italie, en attaque, porter l'attaque et aller mettre un compte, mettre ce qu'il faut. Non, il l'a pas fait. Il l'a fait à la 80e minute. Quand tu dis qu'il n'y a plus de grands joueurs, justement, De Rossi, il est peut-être sur la phase descendante, mais avec Buffon, ça fait partie des très bons joueurs quand même de l'équipe. Ça fait partie des très bons, mais aujourd'hui, très bon, est-ce que ça permet aujourd'hui d'aller comme ça? Moi, ce que je me dis, l'Italie aujourd'hui, elle a loupé le coche. C'est un peu comme l'Argentine a frôlé ça aussi, avec des joueurs, on entasse des talents, mais il n'y a pas de fond de jeu. On n'a plus de fond de jeu en Italie. Avant, l'Italie, c'était une grosse défense, certes, mais avec des milieux qui jouaient très fort. Tout le monde jouait ensemble. Aujourd'hui, en Italie, c'était que des individualités. Belotti a joué seul, Immobile a joué seul. Ils ont tous joué pour eux. Ils n'ont pas joué ensemble, ils ont joué pour eux. Oui, puis le sélectionneur, il y en a beaucoup, moi, Simone Rovera, et il lui en veut beaucoup d'ailleurs. Il pourra peut-être venir en parler prochainement dans l'émission. Et justement, c'est la fin de l'aventure, quoi. Ouais, elle est très bonne celle-là. Tiens, il m'a coupé. Simone Rovera, oui, qui disait qu'il voulait il voulait plus jamais revoir sur le banc ce sélectionneur. Et on peut comprendre que ça doit être très très dur là-bas et ça va être chaud pour lui. Et personne comprend pourquoi Insigne, il est resté sur le banc. Et je crois d'ailleurs sur les 2 matchs, il a quasiment pas joué alors que c'est l'homme en forme actuellement dans le calcio. Après, moi, je pense que l'Italie, là, c'était la fin d'un cycle. On le voyait, Buffon, on savait que ça allait être ses derniers championnats. De Rossi, Barzagli, même Chiellini, je pense que il va pas tarder à raccrocher. Bonucci, en ce moment, il a quitté la Juve. Il est allé au Milan. Il n'est pas bien au Milan, Bonucci. Hein. Je le reconnais pas au Milan AC. Il joue très très mal. Après, au milieu, ils ont plus un seul milieu, quoi. Hormis Verratti, qui est aujourd'hui un milieu de classe mondiale, il n'y a pas un seul de leur milieu qui jouerait dans un grand club européen. Ouais, justement, Verratti, classe mondiale, mais est-ce qu'il est vraiment ce qu'on en attend, tu vois? Peut-être que à Paris, voilà, il est au milieu, ça se passe bien, il est bien entouré, mais en sélection italienne, tout repose peut-être sur lui et tu as l'impression qu'il a du mal. Après, voilà. Vous vous rappelez du match aller avec Verratti? Le mec qui sait que s'il prend un jaune et il suspend du match aller, 12e minute, carton jaune. Non, mais c'est désespérant. C'est un de ses défauts. Hein. T'as ça, puis t'as De Rossi qui refuse de rentrer, mais t'as l'impression que les mecs, ils se sont dit, bon, avec cet entraîneur-là, on peut pas aller... on ira nulle part, c'est fini, quoi. C'est terrible. Puis tu défonces la fin de carrière de Buffon. Je suis atterré. Ce qui peut surtout être surprenant, c'est que Lloyd, toi, tu dis que tu t'y attendais qu'il passerait pas contre la Suède. C'est une Suède en plus sans comment il s'appelle, sans Zlatan. Comment il s'appelle, j'ose dire ça.
sans Zlatan, et tu te retrouves donc avec une équipe qui quand même réussit à aller au barrage. Et d'ailleurs, ils étaient pas mauvais dans le groupe de la France. Il faut se rappeler, la France, ils ont pas survolé contre eux. Et puis, tu te retrouves à perdre à l'aller 1-0. Tu te dis bon, au retour en Italie, ça peut passer quoi. Il suffit qu'ils prennent un but et puis ça aurait été un peu le feu. En plus, le stade était quand même survolté. Et puis derrière ça, ils sont pas capables de mettre un seul but du match. Ils se retrouvent éliminés. Et franchement, c'est surprenant. Et comme tu dis après, toi, Sacha, c'est quand même dommage que Buffon il termine un tel joueur et moi je dis un tel joueur sur le terrain et en dehors, parce qu'on a vu encore, il l'avait déjà fait, il me semble que c'était contre la France. Oui, c'était contre la France. Et il l'a refait là sur le coup des hymnes, d'applaudir le siffler un hymne. Moi, on peut dire ce qu'on veut, on peut aimer. Moi, honnêtement, la Juve, c'est pas une équipe que je porte dans mon cœur, parce que quand tu es supporter du PSG, ils nous souvent mis des fessées, voilà, ils t'ont fait mal. La sélection italienne, je suis pas spécialement fan non plus, mais il faut avouer une chose, c'est que ce joueur, que t'aimes ou pas, l'Italie, la Juve, il mérite le respect. C'est un gardien énorme. L'image qu'il dégage, ce qu'il fait en dehors du terrain, là, de dire faut applaudir sur l'hymne, il y a très peu de joueurs que tu vois encore faire ça. Et franchement, c'est un grand monsieur qui s'en va. Et c'est vraiment dommage que ça se termine comme ça. Tu me diras après, regarde, Zidane, il a bien fini sur un coup de tête en finale et puis carte rouge. Donc ça fait partie des fois de l'histoire, mais on aurait voulu au moins qu'il soit à la Coupe du Monde et il me semble, je sais pas Lloyd si tu peux confirmer, ou Sacha ou Béchir, il me semble que ça aurait été sa 6e Coupe du Monde avec l'Italie en plus. Ouais. C'est vraiment dommage qu'ils finissent comme ça, quoi. C'est triste. Mais après, l'équipe était pas au niveau, elle est pas au niveau. Et puis, ils iront pas à la Coupe du Monde comme c'est arrivé à d'autres équipes précédemment. Alors, est-ce que cette élimination, selon vous, va déstabiliser le petit hibou Marco Verratti, ou peut-être au contraire, va lui permettre d'avancer, de revenir en force, revenir en feu avec le PSG, avec la sélection? Mais il aura plus de temps pour aller dans des bars à chicha, au moins. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Toi, ce que tu as peur, c'est le fait, après la Coupe du Monde, comment il va digérer ça. Bon, tu me dirais, il sera peut-être plus au PSG. Ou là, tu as peur qu'il revienne et qu'il soit un peu déstabilisé par ça, et qu'il soit plus dans ses matchs pendant. On voit ça souvent avec la CAN, où les joueurs africains qui sont éliminés, qui prennent ça vraiment à cœur, ils ont du mal à se remettre dans leur saison, où ils mettent des fois 2-3 mois pour revenir. C'est ça que tu as peur. Mais le mec est tellement fragile, tellement instable que tu dis ça va forcément avoir une incidence sur ses performances. Puis en plus, voilà, c'est un gars, dans les gros matchs, t'as l'impression qu'il a vraiment tout pris sur Ibrahimovic. C'est que dans les gros matchs, le mec, très souvent, il se pisse quand même, il se pisse dessus. Hein. Il se pisse dessus sur les gros matchs. Tu prends, on va pas en reparler, mais tu reprends le match retour contre le Barça, le gars, il est ridicule. Il est ridicule, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas diras, sur ce match-là, il y avait tout le monde. À part Cavani. Oui, mais t'as des mecs qui doivent être des leaders techniques, et au milieu de terrain, en l'occurrence, c'était lui le leader technique. Il se pisse dessus. Contre la Suède, au match aller, c'était pareil. C'est un mec, j'ai l'impression, il est très, 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 très instable psychologiquement, et je trouve par contre il est très talentueux par contre. Ouais, bien sûr. T'as l'impression, et on entend souvent ça de certains consultants, que t'as l'impression que il a besoin de se sentir en sécurité à côté de Thiago Motta, et que dès que tout repose sur lui, peut-être qu'il a un peu plus de mal. Après, faut pas être trop sévère. Je trouve qu'il a fait un mauvais début de saison avec le PSG. Il revenait un peu en force là. Mais là, c'est vrai que contre l'Italie, malheureusement, c'est un gros match, et il passe à travers, et puis il craque un peu. Moi, je pense qu'il est trop nerveux, quoi. Tu vois qu'il prend trop de cartons, il s'énerve. Ouais, et puis dans les gros matchs, il est pas dedans. Il se pisse. Franchement, il se pisse dessus dans les gros matchs. Et pour être un grand joueur, comme vous disiez tout à l'heure, dans les meilleurs d'Europe, il faudra qu'il progresse là-dessus, sur le niveau mental, sur le niveau de la nervosité. Et après le fait, comme tu dis, sur le terrain, qu'il soit un peu pissé dessus face au Barça, ou là, je l'ai pas vu le match contre la Suède, mais c'est ce que j'en ai entendu aussi. Il va falloir qu'il travaille là-dessus, mais bon, je pense que ça, psychologiquement, avec l'expérience, normalement, tu dois pouvoir progresser là-dessus. Ouais, mais t'as des mecs qui progressent pas. Ibrahimovic, dans les gros matchs avec des champions, il s'est toujours chié dessus aussi. À partir d'une certaine période, jusqu'aux phases de poule, ça laisse, et quand ça commence à être les matchs qui comptent, c'est toujours, il a toujours été assez médiocre, et t'as des joueurs comme ça, et peut-être que Verratti, il
il semble suivre le même chemin. On lui souhaite pas, hein, mais ça remet pas en cause. Il a quel âge Verratti là maintenant là? C'est 24-25. Ouais, c'est ça. Hein. 24 ans. Et voilà, c'est le genre de joueur, par exemple, au PSG qui a pas du tout progressé depuis 2-3 ans. J'ai envie de te dire, ça, on va le voir très vite aussi, rien qu'au PSG, mais on va voir aussi quand le PSG va se mettre à affronter du lourd en Ligue des Champions, si les erreurs qui ont été faites précédemment, ils seront corrigés et puis qu'il sera là pour montrer son évolution. Mais c'est vrai que pour le moment, le fait des gros matchs, comme tu dis, à part il y a eu un PSG-Barça, il me semble, où il avait été très bon, c'était dans les premières années qu'il est arrivé. Il y a un sentiment qui régresse un peu, mais rien ne dit qu'il va pas au contraire, peut-être qu'il va se remobiliser et repartir plus belle dans la saison. Ou alors, comme tu dis, là, il va faire des matchs calamiteux et puis s'enfoncer. Mais moi, je pense pas. Je pense que tu te remets vite d'aplomb, justement, parce que tu te remotives. C'est en début de saison. En plus, là. Puis avec le PSG, tu es obligé de te remettre d'aplomb parce que t'as pas de remplaçant, t'as que lui. Hein. Et bon, on le saura pas trop vite, de toute façon, puisque c'est pas en Ligue 1 que tu vois les matchs à grosse tension avec un gros niveau. Tu vois, c'est pas là actuellement, on n'a pas de très gros matchs. Si, il y a le match de Monaco qui arrive bientôt là, le déplacement à Monaco, qui peut être un premier effet annonciateur pour voir si ça va ou pas. Pour moi, la Verratti, c'est son tournant. L'Italie va le mettre en patron au milieu. Le PSG l'an prochain, il n'y a plus Motta, ce sera lui le patron du milieu s'il est encore là. Et dans tous les cas, il va falloir qu'il porte une équipe, que ce soit l'Italie, il va la porter au milieu, terrain, c'est obligé. Et au PSG, pareil, il va devoir montrer qu'il peut porter le milieu de terrain. Là, il l'a fait un peu, tant qu'il n'y a pas Motta, même sans Motta, avec Draxler, je pense qu'il a trouvé quand même un bon équilibre. Ouais. Je pense qu'en Italie, il va falloir, avec Jorginho, ce sera la paire du milieu pour l'Italie. Le joueur de Naples, ils sont plutôt complémentaires. Que là, quand j'ai regardé le match contre la Suède à l'aller, il joue mais à un poste, je me demande s'il est 10 ou s'il est lié, parce qu'il joue beaucoup sur la gauche quand même. Et Verratti, c'est pas un offensif. Pour moi, c'est un joueur qui doit être dans l'ombre, qui fera pas la passe décisive, mais l'avant-dernière passe. Et si on attend de Verratti qui marque, si on attend de Verratti qui fasse les passes décisives, pour moi, c'est pas son jeu. C'est pas son poste, c'est pas son jeu. Verratti, en Italie, il le voyait plus en sentinelle et ils l'ont fait jouer comme ailier. Au Paris Saint-Germain, on le voyait plus en milieu relayeur, mais milieu relayeur limite sentinelle. On l'a fait relayeur créateur, en fait. Voilà, et on le fait jouer quand même. Casse les lignes. Et Emery a beaucoup testé Verratti en 10. Ça n'a pas été la meilleure solution l'année dernière. Cette année, il a compris qu'il fallait le faire jouer à droite. Là, dans le 4-3-3 avec Draxler, il joue quand même pas mal en descendant, en reprenant la balle devant les défenseurs et en se reprojetant. Et tant qu'on lui demande ça, ça va. Mais si on lui demande de marquer des buts, si on lui demande de faire des passes décisives, c'est pas le jeu de Verratti. Non, Lloyd a tout dit. Juste pour conclure, Lloyd, toi qui suis ça un petit peu, est-ce que tu as eu un peu les réactions en Italie sur la presse et tout le monde se fait un peu défoncer est-ce que Verratti, il a pris cher, lui, ou pas plus que les autres? Ils en attendent beaucoup de lui ou Là, ils sont beaucoup sur l'entraîneur aujourd'hui. Ouais, c'est énormément sur l'entraîneur. Parce que Ventura et beaucoup attendaient qu'il y ait enfin le changement. Il n'y a eu qu'un seul match de l'Italie en 4-3-3 et ils l'ont gagné 3 ou 4-0. C'était un match comme ça, amical, et ils l'ont gagné 3 ou 4-0. Et l'Italie reproche, quand tu es mené 1-0, de continuer à faire un 3-5-2 que plus personne ne veut, où Bonucci a même parlé a priori dans la presse et a dit qu'il ne s'attendait pas à jouer en 3-5-2 dans ce match-là, ce qui est quand même assez impressionnant après un lendemain de défaite et de non-qualification pour la Coupe du Monde, qui viennent parler et qui disent « je m'attendais pas à jouer en 3-5-2 et je pensais qu'on avait fait une équipe très offensive ». Et là, ils ont été même les joueurs surpris du 3-5-2 de voir Verratti remplaçant. Pour la plupart, ça a été scandaleux. Donc, ils savent se remettre la question de Verratti a été mauvais au match aller parce qu'il n'était pas à son poste. Et là, aujourd'hui, il n'était pas là et ils ont quand même perdu. Ouais, de toute façon, moi, ça me fait beaucoup penser à... C'est pas un compliment, mais à l'époque, Raymond Domenech en équipe de France, tu as l'impression qu'il y avait un gros problème. Ah, mais il y a un gros problème avec le sélectionneur, j'ai l'impression, parce que quand tu vois ce qu'avait fait Conte avec une équipe, bon, il manque peut-être quelques joueurs, mais il n'avait pas une équipe formidable. Et là, ce que ça fait avec cet entraîneur-là, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être pas autant qu'avec Raymond Domenech, parce que bon, tu as eu l'histoire du bus qui ne descend pas, il y a eu une scission, quoi, carrément. C'est un peu plus grave, mais j'ai l'impression que ça se passait pas très bien avec l'entraîneur et ça se ressent quand tu dis Lloyd là qu'il y a des déclarations des joueurs le lendemain, c'est pas innocent. Et moi, même de Rossi, je crois que c'est un exemple qui suffit. Ouais, sur le banc, voilà l'image. Ouais. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai vu ça
avec Serge Aurier, mais avec un mec intelligent, j'ai jamais vu ça, quoi. Moi, j'ai vu. Je vais encore me faire des potes. Je fais vraiment pas exprès, en plus. Attends, non, à peine. Dédicace à Serge Aurier. Tu sais, moi j'ai connu une période où vous étiez trop jeune, je pense, où vous étiez encore au biberon. Et donc c'est le vieux con qui parle. Non, mais moi j'ai connu, je sais pas si tu te rappelles de Pantelic au PSG, où c'était un peu. Il a jamais joué quasiment, et puis c'était un peu. Il était bien aimé. Alors souvent on scandait son nom derrière les buts. À l'époque j'étais abonné à Auteuil. Et puis un jour il s'est chauffé, et puis lui il était chaud, il voulait rentrer, et puis Ricardo il fait rentrer un joueur, deux joueurs, un troisième joueur, et puis il est jamais rentré. Et puis à un moment Pantelic, il a fait un semblant de bras d'honneur à Ricardo. Bien sûr après ils ont un peu étouffé l'affaire, il a dit non c'était pas à lui que je faisais ça, en gros qu'il était juste un petit peu encore déçu de pas rentrer, enfin que c'était pas destiné à l'entraîneur. Mais tu sais, on en a vu des choses. Je le connais bien, Pantelic. Ouais, bah. C'est un joueur ouais, on l'a eu en Suisse. Ouais, vous l'avez eu en Suisse après, ouais. Ouais, il a quitté le PSG. Et c'est un joueur qui a jamais joué. Je te dis, il avait une réaction comme quoi, des fois, des réactions de joueurs. Après, moi, tu peux comprendre aussi pas de faire un bras d'honneur à son entraîneur, attention. Mais tu peux comprendre que quand tu es sur le terrain, en plus, avec toutes les images qu'il y a maintenant, ça passe pas inaperçu parce que la moindre image maintenant. Encore, toi, dans les années 90, il y a des trucs qui passaient à l'as. Maintenant, tu as la caméra en haut du stade, en bas du stade, bientôt dans les toilettes. Donc, le moindre truc que tu fais, c'est pris et après, ça tourne sur les réseaux sociaux et puis là ils te ratent pas. Après, l'Italie, là, juste pour revenir sur la période donc Ventura, je sais que quand il y a eu le limogeage d'Ancelotti au Bayern, beaucoup ont pensé entre le barrage et donc la période barrage et le fait qu'il passe pas en poule directement, pensaient que ça allait être Ancelotti qui ferait les matchs du barrage. Beaucoup l'ont pensé. En Italie, Ancelotti, là, ils ont fait un sondage. Quel entraîneur voulait voir? Il est à 87 ou 88% sur la Sky. C'est tous les Italiens voyaient Ancelotti revenir et sauver l'Italie. T'imagines, il s'est fait plomber par le Bayern parce qu'ils l'ont un peu fait à l'envers, sur ce que j'ai compris dans certaines personnes dans le vestiaire. T'arrives juste pour le barrage, tu te fais éliminer. Là, il se faisait plomber définitivement. Je pense que il serait un entraîneur comme lui, il serait jamais revenu rien que pour un barrage. Ça serait vraiment. Non, moi, c'était risqué quand même de faire ça, de revenir juste pour 2 matchs. Surtout avec des joueurs peut-être qu'il n'aurait pas voulu. Il fallait que tu casses peut-être un groupe parce qu'il aurait peut-être pris d'autres joueurs que ceux-là. C'est pas vraiment ces joueurs qu'il aurait sélectionnés au début. C'était compliqué de revenir juste pour les barrages. Par contre, après, pourquoi pas, par la suite. Parce que là, il va falloir reconstruire maintenant. Là, il va falloir reconstruire. Il va falloir un entraîneur qui intègre les jeunes. Bon, niveau gardien, je pense qu'ils ont leur base. Après, ça va être le milieu, la défense. La défense, ils ont perdu donc Barzagli aujourd'hui qui a annoncé qu'il partait en retraite. Chiellini, je pense qu'il va l'annoncer à la fin de l'année. Parce qu'il va attendre quand même qu'il y ait la fin avec la Juve. C'est Suarez qui va être triste. Ouais, il a pu avoir de moments. Mais il va y avoir de grosses révolutions. Ils ont Pirlo qui a annoncé sa retraite vraiment juste quelques jours avant, même s'il avait déjà annoncé sa retraite internationale. Les joueurs italiens, les anciennes gloires sont en train de partir au fur et à mesure. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est clair. En tout cas, on félicite donc la Suède de sa qualification. On félicite aussi la Suisse, la Croatie, la Tunisie, aussi le Maroc. C'est très gentil. La Tunisie, le Maroc, tous les pays. Je vais pas tous les citer parce que comme un camp, j'ai pas noté les noms des pays, mais en tout cas, on félicite tous ceux qui sont passés et particulièrement la Suisse, représentée par Sacha ici, et la Tunisie qui est représentée par moi. On leur souhaite bonne chance, en espérant qu'on tombe pas dans le même groupe parce que là, ça serait un peu la merde. Mais sinon, on les félicite. Ce sera dommage de vous en mettre 3 directs, tu vois. Oh, calme-toi. Ce sera marrant, France, Tunisie et Suisse. Ce serait bon, ça. Ouais. En tout cas. Mais justement, toi, comment, Béchir, toi qui es justement tunisien, l'ambiance, ça a été. Parce qu'on sait qu'au Maroc, ça a été le feu avec la qualification. En Tunisie, c'était pareil, ça a été pris avec de la folie là-bas. Bien sûr, c'est un exploit. La dernière Coupe du Monde, c'était en 2006, si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'était un exploit, malgré que au niveau du jeu, etc., c'était pas exceptionnel, voire du tout. Mais en tout cas, on est très ravis. Là, le plus important maintenant, c'est de pas de rentrer avec 0 point, quoi. Donc là, faut faire une bonne Coupe du Monde et on espère
pas tomber sur la Suisse. Hein. Donc, donc voilà. Non, mais en tout cas, les gens, bien sûr, sont très ravis. Je pense que c'est normal. Et voilà. En tout cas, on souhaite une bonne Coupe du Monde à toutes les nations. Et aux Italiens. Merde. Alors, on va parler du PSG. On parlait d'Ancelotti, les changements de sélectionneurs, d'entraîneurs. Donc, nous l'avons annoncé, nous l'avons assuré il y a 2 semaines. C'était lors de la première d'Intégral Foot, la première émission. Il y avait Sacha et Lloyd. Donc, elle était bien. Qui lui a même. J'étais pas là. Qui lui a donc ramené cette info que Emery sera donc plus sur le banc a priori du Paris Saint-Germain en janvier. Le Parisien et Yahoo ont confirmé les dires de Lloyd et donc de ce qu'on a dit dans l'émission 2 semaines avant. Mais bon. Je dis ça, je dis rien. Et donc, est-ce la fin aujourd'hui pour Unai Emery ou est-ce que le vrai test sera face au Bayern à l'Allianz Arena? Alors moi, par contre, là, qu'ils finissent pas la saison, surtout s'ils passent pas l'étape qu'on attend tous, soit l'écart, soit être en demi, ou parce que bon, la finale après c'est difficile, mais bon, parce que de là à la gagner, c'est pas facile à gagner une Ligue des Champions. Faut qu'ils passent le cap. Donc s'il le fait pas et qu'il soit limogé par exemple, enfin que ça se termine en fin de saison, j'y crois. Honnêtement, le faire partir en janvier là, moi j'ai du mal à y croire. Et est-ce que ce serait intelligent qu'on se souvient de Comboiré qui avait été dégagé pour Ancelotti? On peut pas dire que c'était. Il y a l'exemple Benitez quand même. Ouais, mais Benitez, on peut pas dire Zidane, qu'à Paris, des champions. Ouais, après Benitez, on a compris un peu aussi, c'est que le groupe ça allait plus du tout avec lui, que tout le monde avait envie que Zidane arrive. Tu vois, il a refaçonné le groupe, il a remis tout le monde la tête à l'endroit. On va écouter Monsieur Info Exclusive là, Lloyd, pour nous éclaircir un peu plus. Vas-y. À Paris, vous ne sentez pas déjà, il y a le cas Neymar. Hein. Neymar aujourd'hui au PSG, je pense que tout le monde le sait, c'est lui le patron du PSG. Il est au même niveau que Nazer, si on exagère un peu. S'il va voir Nasser et qu'il lui demande. Ce qui n'est pas normal. Personne part. C'est pas normal, mais pour le moment, je pense que si on lui donnait pas ce poste-là et qu'on lui donnait pas cette opportunité-là, je suis pas sûr qu'il serait venu non plus à Paris. Parce que ce que je veux dire, Lloyd, c'est que Neymar, c'est sûr, c'est un des 3 meilleurs joueurs. Il était au Ballon d'Or dans les 3 meilleurs, donc je suis d'accord que c'est un super joueur. Par contre, tu arrives au PSG et on reprochait que Zlatan, il vampirisait tout. C'est ce qui était lui qui se croyait le centre du monde. Ils refont la même chose un peu avec Neymar. C'est ça qui est dommage. Je dis pas qu'il faut pas lui donner de l'importance, mais de là que presque c'est lui le plus important au club après le président, ça c'est quand même j'ai du mal à comprendre, tu vois. Mais Neymar aujourd'hui, de toute façon, le Qatar, c'est le Qatar qui est derrière le PSG. Ouais, ils l'ont ambassadeur du Qatar en fait. Pour la Coupe du Monde, ils l'ont pris ambassadeur pour leur marque. Et même maintenant, il va devenir donc dans un des grands sponsors du Qatar. Neymar, c'est une image de marque. Le PSG, c'est payer une image de marque. Plus qu'un joueur. Aujourd'hui, Neymar, c'est l'équivalent pour moi marketing et à 80%, 20% joueur. Il n'y a pas 50-50 entre les deux. C'est vraiment, pour moi, Neymar aujourd'hui est plus dans le marketing que dans le football. C'est aussi pour ça qu'il est plus important au PSG que les autres joueurs, même si c'est pas normal. Et pour toi, avec Emery, donc c'est pas des fausses rumeurs. Il y a vraiment une situation difficile avec Emery. Je pense que les larmes, même si on peut dire qu'il pleure assez facilement entre le Brésil où on l'a vu pleurer. Quand il quitte Santos, c'est dans d'autres circonstances, mais je pense que là, il y a trop de paroles, trop de choses qui font que. C'est Thiago Silva qui pleure normalement. Même Neymar est pas mal dans ce niveau-là. Non, mais. Ne faisons pas de généralité avec les Brésiliens, s'il vous plaît, monsieur Coulant. Non, mais je vais te dire une chose. Il y a tellement de joueurs pas sensibles, de voir des joueurs sensibles. Moi, au contraire, je trouve ça bien qu'il y a un côté humain derrière. Après, moi, je comprends pas, c'est le fait que tu as club et puis que à peine arrivé. Au début, moi j'ai bien aimé Neymar quand il est arrivé parce que je trouvais que c'était bien tout ce qu'il fait. Tu te rappelles quand il marque un but aussi, il fait un hommage à Matuidi, il fait une célébration pareille. Et je trouve que ça a commencé après à devenir un peu. Il y a eu l'histoire avec Cavani avec le penalty. Après bon, ils en ont fait beaucoup peut-être, mais il y a eu cette histoire là. Et on sent là maintenant, soi-disant, est-ce que c'est vrai ou pas vrai que avec l'entraîneur. Et toi, c'est pas très bon parce que tu sens que ça peut sentir mauvais au sein du club à l'intérieur. Parce que si jamais, moi, c'est ça que je voulais te dire, c'est que ça peut marcher de virer l'entraîneur au mois de janvier. On a vu à Paris, on a viré Comboiré qui était leader.
pour Ancelotti, ça pourrait être une réussite à la fin de saison. Après, bon, C'est pas comparable. Je pense que c'est pas comparable. Il y c'est a pas pas la les même mêmes joueurs. situation. Ouais, mais il voyait sur du long terme, Pas voilà, avec sur- Ancelotti, voilà. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je trouverais ça, voilà, tu commences la saison avec cet entraîneur-là, tu vas au bout avec, à moins vraiment qu'il y ait une cassure avec tout le groupe, tu vois, ou avec les joueurs, à moins que Neymar, vraiment, il en veuille plus, et dans ce cas-là, et que ça soit impossible à vivre, mais de là, quasiment, au mois de janvier, tu repars avec un nouvel entraîneur, ce serait difficile. Après, ce serait pas n'importe qui comme entraîneur, j'ai envie de te dire. C'est comme quand Comboiré est dégagé, enfin, il est limogé, parce que dégagé, je vais pas employer ce mot-là. C'est vrai que quand tu prends Ancelotti, tu prends pas Guy Lacombe. Voilà. Dédicace à monsieur. Ouais, puis bon, après, il y a une composante importante avec Neymar, et j'en suis le premier à en être désolé, mais c'est l'aspect financier. Neymar, aujourd'hui, c'est le mec qui va te permettre de passer outre le fair play financier. Donc, si tu dois dégager Emery et garder Neymar, le calcul, il est fait en 5 secondes par les dirigeants. Et comme je disais il y a 2 semaines, il y a une sorte de double casquette de Neymar. Bon, il a l'étiquette de joueur star du PSG, mais il a aussi l'étiquette d'ambassadeur de la Coupe du Monde pour le Qatar. Et ce qui fait que c'est pas un joueur comme les autres, et que lui, non seulement on attend beaucoup sportivement, mais comme disait Lloyd, financièrement, c'est un mec qui a une importance sur le marché marketing, en l'occurrence, qui est, à mon avis, et peut-être que je me trompe, mais qui est parfaitement comparable avec celle de Cristiano Ronaldo, où on a vraiment une marque plus qu'un joueur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris 220 millions. Maintenant, en ce qui concerne Emery, moi, je pense comme Xavier, qui va finir la saison. Je crois que le match contre le Bayern en phase de poule, et je suis désolé pour mes amis de PSG Community, je suis désolé de poser un tag comme ça, mais je crois que c'est un match c'est un leurre, un véritable leurre, parce qu'on finalement ces matchs de poule, qu'est-ce qu'ils t'apportent? T'apportent quasiment rien. Là, tu finisses premier ou deuxième de ton groupe aujourd'hui. Quelle est l'importance quand tu veux gagner avec des champions? De toute façon, en Ligue des Champions, si tu veux pas choper un gros, mais va pas en Ligue des Champions, va en Europa League. Non, ouais, mais je suis d'accord. Ce match, il n'aura quasiment aucune importance, parce que je pas rappelle qu'à l'époque, on parlait de PSG Barcelone sous Laurent Blanc, et Nasser avait dit une énormité. Ouais, c'est le plus gros match, un des plus gros matchs de l'histoire du football français. On s'en fout des matchs de poule, entre guillemets. Je dis pas que c'est des matchs sans importance, mais ce qui est vraiment important, c'est ce que tu fais en 8e, c'est ce que tu fais en quart. Le match de poule, ça t'apportera quasiment pas grand-chose niveau certitude. C'est ça que je dis. Sacha, moi, il y a 2 choses où je suis pas trop d'accord avec toi. C'est sur déjà le match contre le Bayern. Vu comment ça s'est passé le match aller, ça se goupille bien. Ouais, et non, mais c'est surtout que avec Carlo Ancelotti, on a l'impression il avait fait des choix bizarres. Avec les joueurs, ça avait l'air de plus aller. Donc oui. Derrière, il démissionne, ou il se fait démissionner, je sais plus comment ça se passe. Il se fait virer par Ribéry, Robben, tous les gars hyper sympas du Bayern. Et donc le match retour, justement, comme c'est le dernier match où ça jouera la première place, c'est important, parce que est-ce que ça sera le même Bayern Munich en face? Ça sera là-bas. C'est quand même un test. Même si c'est un match de poule, je suis d'accord avec toi. Oui, pas bien sûr. Élimination directe, rien ne vaut ça. Mais voilà, c'est important. Et surtout, c'est ce qui est important, c'est ils ont fini premier quand tu avais de poule, quand tu n'avais pas des grosses équipes, entre guillemets. Toi, même l'année dernière, où tu as Arsenal, il me semble, dans le groupe, et ils doivent finir devant eux, ils ne le font pas. Et ben cette année, là, s'ils réussissent à finir devant le Bayern, quand il y a le tirage, tu dis finir avec le Bayern, ça va être chaud, parce que c'est une grosse équipe. Voilà, on va voir on va se jauger et voir ce que Paris vaut. S'ils finissent premier devant le Bayern, faut pas dire que c'est rien. C'est quand même pas mal, surtout s'ils réussissent à faire un beau match là-bas. Après, je suis d'accord avec toi que tu peux finir premier et tomber sur le Real. C'est ça le problème. C'est là qu'on attend. C'est là que de toute façon le PSG il a attendu en championnat qui reprennent le titre de champion, mais voilà. Mais ce qu'on attend, c'est au printemps, quoi, que le PSG arrive à franchir le cap, comme je te disais, d'éliminer un deuxième gros, de se retrouver dans le dernier tiers à la limite. Tu vois ce qu'a fait Monaco, par exemple, l'année dernière en Ligue des Champions. Donc c'est là qu'on les attend. Mais je pense que c'est quand même un test, parce que il n'y a pas tellement de gros matchs en France. Et le match contre le Bayern, on est obligé de dire que le Bayern, ça fait partie des 4-5 meilleurs d'Europe. Et donc c'est quand même un test. Surtout avec la raclée qu'ils ont pris à la Léopard, je pense qu'ils vont vouloir se venger. Alors c'est un test
un test qui est intéressant, mais qui te racontera rien Non. à l'arrivée. Ça te racontera rien. Ça te dira juste, bon, bah. Enfin, imagine comme par les mecs contre, tu joues la première place, ils sont premiers du groupe, là, ils ont gagné 3-0 là, et donc il faut vraiment un exploit pour que le Bayern repasse devant. Mais avec le PSG, on peut s'attendre à tout, parce que ce qui est arrivé à Barcelone, tu vois, il y a qu'à Paris. Faut aimer souffrir quand même, hein, faut aimer te faire fouetter. Il y a des boîtes pour ça, mais bon, tu vois ce que je veux dire, parce que le Barça PSG, pour que ça arrive, ça c'est rare. Imagine, ils prennent la match de poule, tu joues la première place, on dit bah annule suffit, puis ils sont premiers. Ils prennent 4-0, ils finissent deuxième. Je te dis pas ce que t'entends. Ah oui, Et- de toute façon, et c'est psychologiquement, l'histoire ça du pourrait PSG, faire mal. ça. Hein. Donc c'est pour ça que c'est quand même important. C'est quand même important qu'ils finissent premiers devant le Bayern, qu'ils fassent un bon match même là-bas, parce que bah voilà, ça veut pas dire que tu seras en demi-finale, comme tu dis. C'est pas parce que tu fais un bon match de poule et puis que qu'on te sort c'est le meilleur match de l'histoire du PSG, tu te fais éliminer en huitième ou en quart, ça veut rien dire, tu vois. On les attend en huitième, en quart ou en demi, mais c'est important quand même de pouvoir se jauger et puis bah tu tapes du poing en disant bah on est là. Sur Emery et Neymar, on peut prendre le cas justement Benitez et Ronaldo. Quand Benitez dit de Ronaldo, c'est pas forcément le meilleur, il y a aussi Bale. Là, Emery a dit, pour moi, Neymar, en gros, il dit pas il est pas top 3, il dit, on lui demande est-ce qu'il est top 3, il dit peut-être entre 3 et 5, peut-être dans le top 5. Top 5, oui, il y est. Donc là, pour moi, il a perdu Neymar sur ce fait-là. Et on peut reprendre les paroles de Benitez qui disait non, il y a aussi Bale qui est dedans. À ce moment-là, il a perdu Ronaldo. Ronaldo, quand il le perd, le Real, on a l'impression que c'est fini. Est-ce que tu dis c'est pire? C'est pire ce que tu dis. Non, mais là, ce que tu dis, c'est pire, puisque quand il dit ça sur Bale, en plus, c'est dans la même équipe. Alors l'autre, c'est parce qu'il veut ménager. Il a les deux joueurs dans le même club, et donc il voulait un peu ménager pour vexer l'autre, tu vois. Après, ouais, comme tu dis, c'est comme c'était lui qui, on va dire entre guillemets, le roi du Real, Ronaldo. Il fallait le brosser pour se mettre dans la poche, et il l'a pas fait. Ouais. Et puis là, t'as quand même t'as un problème, enfin t'as plusieurs problèmes au PSG. Déjà, je pense que Neymar, c'est problématique, mais en guillemets, tu peux réparer. Il y a un problème, c'est Dani Alves qui lui est vraiment pas du tout fan de Emery. Et un deuxième problème que tout le monde a occulté, c'est que la taupe au PSG, maintenant on sait qui elle est et on sait qu'elle est en équipe réserve. Et celui-là, donc Hatem Ben Arfa, va t'emmerder, va te péter les couilles jusqu'à la fin de la saison. Lionel Messi. Lionel Ben Arfa, il va t'embêter jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Parce que et c'est pas un truc qui date d'hier. Déjà la saison dernière. Mais aujourd'hui, les trucs qui ressortent du vestiaire, c'est l'entourage de Ben Arfa, qui est un entourage qui est néfaste. Et donc lui, il va t'emmerder jusqu'à la fin de la saison. Et je pense même que Lucas va se mêler de ça également et que tu vas avoir vraiment en janvier, de toute façon. Tu vas avoir des gros problèmes d'ici la fin de la saison avec ces. Je voulais y revenir aussi. Avec ces deux mecs qui vont. Qui sont les taupes du PSG. Et... Ben Arfa, je pense pas. Ben Arfa, je pense pas que ce soit le mec qui va. Ben Arfa, non, mais son agent, oui. En fait, quand tu as parlé de Ben Arfa, je pense que la top Ben Arfa c'était l'année dernière, mais aujourd'hui la top du PSG. Et d'ailleurs, j'ai essayé de te couper, mais tu es difficile à couper, Sacha, donc bravo. Je suis désolé. mais je vais pas citer son nom, même si beaucoup le connaissent. Et je sais que, et d'ailleurs, c'est une occasion pour saluer tous nos confrères de plusieurs sites web du PSG qui ont beaucoup d'informations qui les diffusent pas, et il n'y a pas de souci. Je sais qu'ils le savent. Ils vont me dire non, tu racontes des conneries. Aujourd'hui, t'as vu le petit tac qu'il a mis top du PSG, tu viens de la citer, je vais pas la reciter. Qui aujourd'hui a beaucoup sur le cœur, qui contrairement à Ben Arfa n'est pas médiatisé, ne fait pas de conneries parce que lui, il est bien conseillé. D'ailleurs, on le félicite pour son enfant qui vient d'avoir, je crois, aujourd'hui. Donc, félicitations à lui et à toute sa famille. Donc, et je pense qu'il partira très bientôt, même si lui ne veut pas partir. Donc, ce problème de top, je pense qu'il va vite être réglé. D'ailleurs, Lloyd est très très bien informé là-dessus, mais je voulais juste revenir sur les informations concrètes aujourd'hui. Selon toi, Lloyd, est-ce que Emery partira ou pas? Je sais qu'au moins voilà. Oui, pour moi, il va partir. Pour moi, il n'y a plus de marche en arrière avec Neymar, il n'y a plus de marche en arrière avec Est-ce que c'est en fin de saison ou maintenant? Pour moi, je pense que ça va être en janvier. D'accord. Si on perd contre le Bayern, même si on perd contre le Bayern, si on fait un mauvais match
si les tensions continuent à continuer comme ça, parce que là, il a eu de la chance, il y a eu la trêve qui est tombée, je pense, au bon moment avec les Brésiliens qui sont partis, les Argentins aussi, parce que Di Maria en a gros. Et je pense que s'ils n'étaient pas partis, ça aurait continué, et là, ça aurait pu même exploser dans les 2-3 semaines qui arrivaient. Là, avec la trêve, je pense que ça va repousser au mois de janvier. Il y a 2 semaines, tu nous avais annoncé Antonio Conte, que sa femme cherchait un appartement. Ça s'est plus ou moins confirmé dans d'autres médias quand ça lui aussi. Donc voilà, mais est-ce que tu continues sur ce que tu as dit, tu affirmes ce que tu as dit encore une fois cette semaine? Pour moi, ce sera Conte, le prochain entraîneur du PSG. D'accord. Et tu as des retours sur l'histoire d'amour entre Emery et Di Maria? Parce que j'ai la sensation que ça va commencer que ça a déjà commencé à agacer beaucoup de joueurs dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Di Maria, déjà, il faut savoir qu'il s'attendait à partir, donc ça, on le sait plus ou moins, il y avait le Barça. Mais Di Maria, je sais que quand ils sont partis faire leur tournée aux États-Unis, il a dit à Emery, je sais qu'il va y avoir les joueurs qui arrivent, il savait qu'il allait avoir Mbappé, il savait qu'il allait avoir Neymar, qui joue à peu près au même poste que lui. Et alors, il a dit à Emery, il y a une réunion entre son agent et Emery, qui était plus Jorge Mendes. Et il a demandé, moi je veux partir s'il y a les deux qui arrivent, sinon je n'aurai plus le temps de jeu. Emery a dit, tu auras le temps de jeu. Le temps de jeu, il l'a plus actuellement. Et là, lui, il voit la Coupe du Monde. Il y a quand même beaucoup de concurrence en Italie. Et il sait que sa place n'est pas gagnée à Di Maria. En Argentine. Oui, en Argentine. Il sait que sa place n'est pas gagnée et que du coup, pour aller à la Coupe du Monde, il va devoir jouer. Et Di Maria, il demande beaucoup à partir. S'il n'y a pas de turnover, ce que ne veut pas faire Emery ne fait pas de turnover. Et s'il ne le fait pas, Di Maria peut partir comme Lucas cet hiver. Oui, il compenserait les gains du PSG pour le fair play financier. Il manquerait 80 millions. On sait si c'est une source fiable ou pas. Après, je sais que le PSG pense plus pour les 80 millions d'euros, ça va être avec les contrats de sponsoring, principalement donc Fly Emirates, Nike, qui sont les deux gros sponsors qui vont augmenter vraiment leur rapport dans le PSG. Nike avec Neymar, c'est flagrant de toute façon. Et après, il y a Fly Emirates va le faire sans trop de problèmes. Sinon, ce sera Qatar Airways qui reprendra la suite ou un autre groupe qatari, parce qu'on le sait. Mais je pense que le PSG n'est pas inquiet sur le fair play financier du tout. Est-ce que ça concerne Mbappé aussi, ces chiffres-là? Oui, ça concerne Mbappé normalement. Vu qu'Mbappé, pour le moment, l'UEFA, ils ont pris l'hypothèse que pour l'UEFA, les 180 millions d'euros sont engagés cette année. Ce qui est plus ou moins demandé par les clubs espagnols. En même temps, de faire un prêt d'un joueur à 180 millions d'euros sans option d'achat obligatoire, c'est pas non plus niveau crédibilité le top du top. Donc le PSG, de toute façon, si on prend en intégrant Mbappé et Neymar, il leur fallait environ 100 millions d'euros. Arrivé là, c'est 80 millions d'euros. Et donc cet hiver, est-ce qu'il peut y avoir une recrue, éventuellement un 6, en sachant qu'il nous manque ces 80 millions d'euros ou 75 selon certains? Est-ce qu'on va recruter déjà selon toi? Oui. Déjà, je pense que le jeune Brésilien, Wendel, je la prononce, c'est quasi bouclé. Il se prépare même actuellement, donc il sait que c'est quasi bouclé. Après, c'est pas un gros transfert. Le PSG, pour les 80 millions d'euros, ils vont vraiment aller chercher dans le sponsoring. Avec Neymar, ils ont recruté une tête d'affiche pour ramener pas mal de sponsors asiatiques, qui est le marché où le PSG a le plus de mal. Je vois. Et donc 80 millions d'euros, 40 millions, là on parle d'une augmentation avec Nike de 40 millions d'euros, une augmentation de 30 millions d'euros pour Fly Emirates. On n'en est pas loin, 10 millions d'euros, après c'est facile à trouver. Parce que là, en plus, il serait plus enclin à renégocier avec Fly Emirates qu'avec le Qatar, parce que apparemment les revenus venant du Qatar seraient pas tellement acceptés par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Et puis il faut pas oublier que je crois que c'est Javier Tebas. Là, il en a remis une couche dans les journaux. Voilà. Donc je pense que crade sur le dos. Attention, moi. Non, mais là, je pense que lui, il a décidé d'en faire un combat personnel et puis que tout ce qu'il peut faire pour emmerder le club, il va le faire. Mais faut relativiser avec Tebas. Sauf que lui, il défend sa boutique, on va dire, alors que Aulas, il est français. Ouais, bon, ça, c'est autre chose. Sauf que Tebas, c'est un indépendantiste catalan. Et là, avec ce qui se passe en Espagne, est-ce qu'ils vont le garder à la tête de la fédération espagnole? Je ne suis pas sûr non plus. Ça peut très vite tourner. Il est proche de pas mal de clubs indépendantistes et pas mal de personnes indépendantistes, dont Carles Puigdemont. Et à ce rythme-là, avec ce qu'ils font en ce moment en Espagne, les Espagnols, le roi a quand même épongé certaines dettes de certains clubs.
est-ce qu'il peut pas non plus dire à Tebas, tu m'énerves, tu t'en vas? Ça peut arriver. Hein. Après, ça va être Ouais, sur mais d'autres moi je trouve que Tebas sont. Et là, je vais encore me faire plein de potes ce soir, décidément. Je trouve sincèrement que le combat de Tebas, il est assez noble, dans le sens où le mec, c'est quand même, depuis qu'il est à la tête de la Liga, il s'est battu pour que les droits télé, par exemple, soient équitables avec les clubs. Il a baissé énormément la dette, et il dit parfaitement, quand on lui dit justement, oui, mais le Real, le Barça et tout, et puis il dit, oui, mais on a fait une connerie, on a eu des dérives dans le football espagnol, est-ce qu'il faut que ça continue? Et effectivement, je trouve qu'il a des arguments qui tiennent la route. Après, Les arguments qu'il a, c'est qu'il défend sa boutique, hein, surtout. Bien sûr, oui, évidemment, voilà. il défend sa boutique. Que Neymar, c'était, comme il disait Évidemment. Lloyd, c'était un produit marketing, et de le voir se barrer, il a eu les boules que le PSG arrive alors. Parce que personne pensait qu'ils arriveraient à le prendre. Et tu as vu d'ailleurs, on devrait avoir plus de gens comme ça en France, justement. Voilà, et Benzema, par exemple, comme par hasard, il me semble là qu'ils ont fait augmenter sa clause à Ronaldo aussi, parce que ce qui arrive avec Neymar, ils vont tout faire pour que ça puisse pas arriver, parce qu'en fin de compte, le PSG s'est engouffré dans une faille, et en gros vexé, il attaque un peu là-dessus pour défendre un peu sa boutique, comme on dit, entre guillemets. Et après, est-ce que c'est noble? Je sais pas. Après, le PSG, s'ils sont à l'abri puis qu'ils font les choses proprement, t'as pas peur de te faire attaquer tant que t'as les billes pour te défendre et que tu fais les choses correctement. C'est ça le problème, de savoir si oui ou non, quoi. Et ce qui est intéressant, enfin, on va pas passer la soirée là-dessus, mais c'est que Tebas, en fait, là, nous livre un peu, peut-être, le futur verdict de l'UEFA. Il dit, oui, si le PSG n'est pas attaqué par le fair play financier, il le dit. Donc, il pense, je crois vraiment qu'il révèle quelque chose. Il dit, oui, il pense également que ça n'a pas marché. Ça va pas marcher. S'il a fait qu'il va attaquer sur une autre chose. Après, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, Tebas. Aujourd'hui, il attaque aussi Manchester City. Manchester City, qui est quand même aujourd'hui avec les droits du championnat anglais, je vois même pas pourquoi on peut parler d'eux de niveau dépenses, même s'ils ont dépensé 220 millions d'euros, je crois, chaque année. Et de l'autre côté, il défend Manchester United. Il dit, si ça avait été Manchester United qui prenait Neymar, j'aurais même pas osé parler parce que je savais qu'ils avaient l'argent. Manchester City, dans le même championnat, avec autant de sponsors, voire plus que Manchester United, je pense que aujourd'hui, il faut juste démontrer qu'il a un problème avec les pays du Golfe, Tebas. Ouais. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper. Ou les nouveaux riches. Les nouveaux riches. Les gros clubs, les gros clubs anciens, il n'y a pas de souci, mais les nouveaux qui arrivent, qui essayent de croquer, ça leur plaît pas. C'est lui qui a limite, je vais dire, cassé le projet de Malaga, qui est porté par un cousin de l'émir. Donc, enfin, je dis ça, j'ai pas d'éléments ou rien du tout, mais après, je trouve que, voilà quoi, je trouve ça bizarre, surtout qu'il a limite un problème personnel avec le propriétaire de Malaga. Je sais pas si Lloyd peut confirmer ça, mais en tout cas, il a vraiment un problème avec tout ce qui est Qatar, Émirats Arabes Unis, etc. Oui, tout ce qui peut nuire à l'entreprise de la Liga, ça le dérange forcément. Moi, après, je dis que son combat est noble. Parce que si lui, il est capable d'apporter les preuves, parce qu'apparemment il a fait un dossier de 40 pages à l'UEFA, et que malgré ce dossier de 40 pages, ses demandes répétées, ses attaques contre le PSG vont apparemment pas aboutir, et ça il ne le comprend pas, et je pense là à haute voix, je me demande si c'est pas finalement sa dernière carte qui joue, c'est-à-dire d'avoir une vraie crédibilité par rapport aux instances espagnoles, en disant, vous voyez, j'ai réussi à dénoncer le Paris Saint-Germain et son investissement un petit peu louche, comme il le dirait lui-même. Maintenant, par rapport à cet investissement qatari, où on a un peu tous les fantasmes dessus depuis 2011, moi, quelque part, si je suis complètement objectif, j'ai envie quelque part, j'ai l'impression que le Qatar, c'est un peu la cible facile, et qu'il y a une sorte et je vais utiliser des mots peut-être contradictoires avec ce que je dis sur Benzema, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine xénophobie avec cet investissement, qu'on a beaucoup de mal avec
avec le Qatar et que mon grand regret, c'est que le Qatar ne contre-attaque pas directement dans sa communication pour dire maintenant. Peut-être pas tort, hein. Mais bon, moi je pense il y a peut-être ça aussi, mais il y a surtout que ils arrivent avec certains estiment un puits sans fond, qui font peur, qui se disent ils vont pouvoir tout racheter, tout prendre, acheter des super joueurs. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Et c'est surtout qu'ils ont peur de ça. Là, ils ont peur de City, ils ont peur de Paris. Et je sais pas, hein, peut-être qu'on peut se poser la question est-ce que c'est les Qataris, mais je pense que si c'était des Américains, alors on peut pas dire que Colony Capital ait eu la même façon de faire quand ils ont racheté le PSG. Et je pense que si c'est des Américains ou des Norvégiens ou n'importe quoi, je pense que ça dérange autant des clubs qui voient arriver. Pas si, parce que en gros, t'es dans les puissants et puis d'un seul coup, t'as quelqu'un, un nouveau qui arrive et qui peut te surpasser et te passer devant. Ils vont avoir et ça fait peur. Les Milan cet été qu'on fait les 2 Milan, donc surtout le Milan AC, avec un investisseur chinois qui rachète le club 1 milliard d'euros. Ouais, mais il les inquiète pas pour le moment. Il rachète un club 1 milliard d'euros, il rachète pour 240 millions d'euros de joueurs sans vendre un seul joueur. Il achète quand même Bonucci à la Juve. En Italie, il fallait le tirer, Bonucci de la Juve pour l'amener au Milan AC. C'est un prêt ce qu'ils font eux. Et en plus, ils le font avec des prêts. Donc, ce que je veux dire, Lloyd, c'est que le PSG, au début que ça arrive, les Qataris, t'en entends pas trop parler, ils inquiètent pas. Et puis quand tu vois que c'est du sérieux, et puis qu'ils sont là pour te faire peut-être un peu d'ombre, qui veulent gagner la Ligue des Champions, etc. Et là, tu commences à les attaquer. Là, le Milan, peut-être que pour le moment, personne dit rien. Puis si ça marche et qu'ils deviennent inquiétants, peut-être que ça dérangera plus. Là, on entendra plus parler des investisseurs. Moi, je pense que c'est ça, c'est l'investissement qui fait peur, qui est puissant, avec l'impression que c'est un puissant fond. Bon, ce qui n'est pas un puissant fond, puisqu'ils ont créé le fair play financier. Mais le fair play financier aussi, si on prend juste le fair play financier, il a été mis en place pour gêner donc le PSG, Manchester City. Ouais. Il gêne pas donc les clubs quand même autour, les anciens qui ont eu des millions de dettes. Quand on voit l'Atlético Madrid qui a des millions d'euros de dettes encore, qui va acheter un stade, le Real qui a encore des dettes, même si on me dit elles sont passées de 700 millions à 200 millions d'euros de dettes. C'est toujours une dette. Un milliard. En gros, ils vont acheter un stade à 1 milliard d'euros, ils vont refaire un Santiago Bernabéu, donc le nouveau, ça y est, ça a été voté, et ils vont réinvestir, ils vont se rendetter d'1 milliard d'euros. Le Milan AC a acheté 1 milliard d'euros, il investit 220 millions d'euros avec des prêts. On ne sait pas d'où, en plus avec des avantages qui sont quand même assez bizarres, des financements assez occultes. Ça n'a pas dérangé le PSG du fait que ce soit le Qatar. Ça tout de suite, surtout Paris déjà est pas mal cherché en Europe, mais le fait que ce soit le Qatar qui investisse, que derrière il y a eu Platini qui soit venu lors de la signature, il y a eu d'autres personnes autour. On peut prendre les politiques, Sarkozy, on peut prendre. C'est ça qui a dérangé encore plus, je pense, que le fait que ce soit Qatari. C'est le fait que ce soit derrière des personnes qui veulent gagner. Ils veulent gagner, ils sont là pour gagner et ils vont aller au bout de leur projet. On leur a mis le fair play financier, ils ont dit écoutez, vous me bloquez 1 an. 1 an après, ils ont fait Neymar. 2 ans après, ils ont fait Neymar, Mbappé. Ça a été la réponse. C'est pas le fait d'être Qatari, c'est ça que je veux dire. Moi, je pense pas. Mais il y a aussi des petites nuances à apporter. C'est que, par exemple, quand tu rachètes un stade, que tu fais un centre de formation, tout ça, dans le cadre du fair play financier, c'est déduit, par exemple. Mais moi, encore une fois, je vais un peu me faire l'avocat du diable, mais je crois que le fair play financier, depuis qu'il est mis en place, il est quand même il est efficace. Il est efficace parce que c'est vrai que les clubs dépensent. Enfin, je vais pas dire c'est pas qu'ils dépensent moins, mais le chiffre d'affaires est clairement vers le mieux. Donc le fair play financier, il est quand même, il est utile pour éviter toutes les dérives. Maintenant, il y a un deuxième problème qui va se poser, qui s'est posé cet été avec le transfert de Neymar, c'est que le fair play financier, en réalité, aujourd'hui, je crois qu'il est contournable, entre guillemets. Et ça, c'est embêtant. Et ça va sans doute mettre des nouvelles mesures. L'UEFA va mettre des nouvelles mesures pour qu'il n'y ait pas de dérive trop importante. Ou supprimer le fair play financier. Ah, s'ils suppriment le fair play financier, ils se tirent une balle dans le pied. Je ne pense pas qu'ils vont le supprimer, mais s'ils le suppriment... ça permettra aux nouveaux clubs d'arriver, comme justement, aussi, parce que là... Milan, ils ne sont pas directement concernés parce qu'ils ont un délai un petit peu, parce que déjà, ils ne participent pas à la Ligue des Champions. Enfin, et c'est vrai que le fair play financier, quand tu analyses ça de très près, et là, encore une fois, je vais peut-être
me contredire, mais le fair play financier, c'est vrai qu'il est difficile à mettre en place. C'est un peu politiquement comme l'euro, parce que tous les pays ne fonctionnent pas de la même manière. En Angleterre, il n'y a pas de DNCG. En Espagne, il n'y a pas de DNCG. Il n'y a pas les mêmes taxes. Et j'allais le dire, exactement. Il n'y a pas les mêmes taxes, il n'y a pas les mêmes droits TV. Donc c'est difficile. D'un côté, où tu as envie de dire, oui, c'est une bonne idée. Mais de l'autre côté, tu as des clubs qui sont plus sanctionnés que d'autres. Les clubs français sont beaucoup plus sanctionnés niveau taxes. Les clubs français ont moins de droits TV. Et ça va profiter aux investissements comme il y a au Qatar. Et donc, il va falloir trouver une certaine globalité dans les revenus des clubs. Et si on veut l'imposer à l'Europe entière, il faut que l'Europe entière soit soumise aux mêmes conditions. Sinon, effectivement, pour moi, le fair play financier cet été, il a clairement démontré qu'il y avait des failles. Exactement. Et si l'UEFA ne sanctionne pas le PSG, c'est peut-être aussi qu'il est illégal. Il y en a beaucoup qui ont essayé de le faire comprendre. Et on a quand même la liberté de circulation des fonds. Après, on a aussi le fait qu'aujourd'hui, on dit que le Qatar n'a pas le droit de mettre autant d'argent. Mais quand c'est une société qui appartient donc au Qatar, avec des investisseurs russes, chinois, par exemple Budasport, qui déciderait d'investir demain 200 millions d'euros au PSG, qu'est-ce qui peut leur interdire? Même si c'est une société qatari, personne. Il n'y a personne qui peut leur interdire. Du moment où ça va être déclaré, ce sera fait dans la norme, ils diront, bah voilà, on avait besoin de Neymar pour faire une campagne publicitaire. Encore plus aujourd'hui avec Neymar, c'est facile de le démontrer. Hein. J'envoie Neymar faire une campagne de pub pour du dentifrice ou n'importe quoi, n'importe quelle marque, et je justifie que Neymar coûte 20 millions d'euros pour une marque. D'accord. C'est, voilà, le PSG, en prenant Neymar, a aussi trouvé la faille pour contourner le fair play financier. D'accord. En tout cas... Avec un joueur qui est... Vas-y, Aujourd'hui, ils ont un joueur qui est marketing comme Ronaldo, mais Messi n'est pas dans cette catégorie-là, mais comme Ronaldo, comme Griezmann en français le ferait. Pour Griezmann, c'est un niveau inférieur, mais c'est des joueurs qui sont tellement dans le marketing, qui apportent tellement financièrement qu'aujourd'hui, le fair play financier ne peut pas attaquer ces joueurs-là qui sont des multinationales. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils se mordront pas les doigts et que, tu vois, que Ronaldo ou Messi soient très très importants dans le club, mais ils ont fait gagner le club et puis ils ont beaucoup d'années. Mais que quelqu'un arrive comme ça et même s'il y a un changement d'entraîneur, j'espère que ça se passera bien par la suite, quoi. Voilà, que tu te retrouves pas avec quelqu'un qui se sente plus fort que le club et surtout si c'est le cas, qu'il arrive à faire gagner le PSG, parce que c'est ça le souci, hein, c'est qu'il arrive, Neymar. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Espérons qu'il fasse gagner le PSG et que ça. Parce que après, tu sais, c'est bien de donner toute la puissance à un joueur, mais il y a tout un groupe pour pouvoir gagner, pour être au top. Parce que Ronaldo, on peut dire que Ronaldo et Messi sont au top dans leur club. Et depuis combien d'années ils y sont? Toi, tu peux tout miser sur eux. Neymar, tu sais pas comment ça va se terminer, comment ça va se passer. Après, s'il change d'entraîneur pour Conte, on verra bien. Conte, c'est un entraîneur qui est pas mal du tout, tu vois. Mais est-ce que c'est gage de réussite à 100%? Ça, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut savoir s'appuyer sur lui, mais tout en ayant une institution un peu forte. Mais après, dans tout ce que tu dis là, on parlait quasiment plus de terrain, on parlait de marketing, de fair play financier, etc. J'espère que sur le terrain, ça va bien se passer et que tu te retrouves pas... avec des clans, avec trop de clans, avec cet entraîneur j'en veux plus, j'en veux, parce que c'est le terrain important quand même, parce que pour qu'il y ait réussite marketing et tout le reste, il faut que sur le terrain ça suive, quoi. Donc c'est ça qu'il faut se demander, comment ça va être la suite s'il y a changement d'entraîneur. Après je pense que s'il y a changement d'entraîneur et que Conte arrive, il va être intelligent pour s'appuyer sur Neymar et tout faire pour que ça aille, parce qu'il a de l'expérience comme entraîneur, peut-être un peu plus que Unai Emery, mais c'est quand même un jeu dangereux, toi, de tout miser sur un joueur et qu'il vient d'arriver, que c'est le roi du club et puis qu'il peut décider de tout. Moi, franchement, je pensais que c'était un peu des rumeurs infondées, tout ça, et sur ce que tu dis, là, ça a l'air d'être prouvé plus ou moins. Donc, on verra bien la suite, ce que ça va donner. Et je t'attends en janvier, Lloyd, si Emery il est toujours là, je te le ressortirai. Les enregistrements sont là, ne vous inquiétez pas. Voilà. On a les bandes, fais attention. Si c'est compté, on est pas mal. En tout cas, on va en parler du terrain ce samedi PSG Nantes à 17h, je crois, voilà, 17h.
Alors, je vais commencer par toi, Sacha. Est-ce que actuellement Nantes, qui est 5e à 2 points de la 3e place, à 2 points du podium, est-ce que c'est un match piège ou est-ce que ça va juste être un match habituel, un bon 3-0, 5-0 et puis c'est tout. Je t'écoute. D'accord. Voilà. Disons que moi, comme beaucoup, avant de faire ma chronique, tu vois, sur Benzema, je me disais, est-ce que je vais pas faire plutôt un truc sur le fait qu'on s'emmerde carrément lors des matchs amicaux. Et j'ai l'impression que c'est plus que jamais d'actualité parce que, je sais pas vous, mais moi, qu'est-ce que je suis content qu'il y ait de nouveau la Ligue 1, de retrouver le Parc des Princes, de retrouver le PSG, une équipe qui joue. Et donc, déjà pour ça, je suis hyper content que la Ligue 1 revienne. Après, PSG Nantes, j'ai beaucoup de confiance pour ce match parce que je crois que Nantes, effectivement, ils ont une bonne défense et tout. Voilà, Ranieri a su instaurer un système qui est très très solide derrière. Mais peut-être que, comme tu as dit avant, on a les bandes et que je vais passer pour un con, mais je crois sincèrement que et je m'avance, et tant pis si je me trompe finalement quelque part. Et j'ai envie de te dire, oui, le PSG face à Nantes, qui est Ranieri, Bielsa ou Thierry Goudet sur le banc, ça c'est un petit bisou à Gilbert Bribois. Dédicace à lui. Je crois que le PSG est carrément supérieur à... Il n'y a même pas de discussion pour moi. Ils ont la capacité effectivement d'en mettre 3, 4 ou 5 contre Nantes. Et en tout cas, je suis toujours très mauvais en pronostic, mais je suis pour ma part, mon avis, c'est que déjà je suis ravi que la Ligue 1 reprenne. Je suis ravi quand le PSG joue au Parc parce que c'est toujours un spectacle génial. Et je suis très optimiste. Donc je vois pas Nantes contrecarrer le PSG qui en plus sort d'une superbe performance à Angers. Et s'ils mettent les mêmes ingrédients, c'est-à-dire l'envie, l'intensité, l'intelligence, pour moi il y aura pas de match et Paris va remporter une nouvelle victoire. En plus à domicile, ils sont quand même assez irrésistibles. Cette saison, on parle d'une équipe qui est déjà à plus de 50 buts inscrits. Je n'ai pas de chiffre exact, mais plus de 50 buts inscrits depuis le début de la saison. Tout le monde est là, y compris Javier Pastore, il me semble. Hein, et ça, c'est assez rare. Attends. On n'est pas samedi encore. Oui, non, mais tu es obligé de me niquer mon truc, toi aussi. Non, mais tu dis, il y a Javier Pastore, attention, on n'est pas samedi encore. Hein. Tout peut arriver. Oui, mais là, physiquement, il est... S'il y a du vent ou un truc comme ça, tu peux vite faire un claquage. Ou... Ouais, non, mais bien sûr. Mais... Non, je suis méchant. Non, mais tu es un peu réaliste aussi. Non, mais donc, voilà, on peut être optimiste. Ou moi, par contre, dans ce que tu dis, parce que tu dis spectacle exceptionnel à chaque match au Parc, spectacle exceptionnel, je sais pas. Ouais, ils sont meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. Moi, ce que j'aimerais bien, justement, parce qu'on croyait à ça à PSG Bordeaux, mais il n'y a pas eu de match, c'est que Nantes, qui a l'air d'être solide, qui des fois donne du fil à retordre à certaines équipes, et justement, ça serait bien que il y a un match un peu, tu vois, que ça marque pas d'entrée, qu'il y a un match un peu tendu, pour que tu vois un peu, tu vois, qui joue un peu dans la difficulté, qui gagne le match mais en ayant de la difficulté, parce que le problème c'est que toi c'est pareil, tu parles du match à Angers, moi j'ai regardé la première mi-temps, honnêtement le match face à Angers, au bout d'un quart d'heure, enfin même pas 5 minutes, tu dis le match il est fini. Ouais, parce que Angers, t'as mis des ingrédients pour. Ouais, ils ont pris le match vraiment très sérieux. Ça c'est positif. Ouais. Et ça serait bien d'avoir un match un peu plus compliqué. Parce que en général, tu dis quand le premier contre le 5e, ça va être un match un peu accroché. Contre Bordeaux, je crois qu'ils étaient combien Bordeaux quand ils sont venus au Parc? Ils étaient 2e, c'est ça? Ils prennent ils ont pas 6 là. Ouais, c'est pas loin. 3e. Ouais, donc tu te dis ça va être ouais, d'accord, ouais. Ça va être un match tendu, un peu serré. Ça a été tout sauf serré. Donc ça serait bien qu'il y ait un match un peu, un peu tiré au couteau au Parc des Princes, un peu tendu, mais comme tu dis Sacha, j'ai bien peur que Nantes, si jamais ils en prennent un dans les premières minutes, ça risque d'être difficile. À ce moment-là, ce sera fini. Hein. Ça sera difficile. Mais bon, c'est un beau match à suivre. Et comme tu dis, moi je suis d'accord avec toi sur la Ligue 1, c'est que on aime ou pas la Ligue 1, mais t'es content quand les championnats reprennent là.
Parce que les semaines internationales, franchement, tu t'ennuies, quoi. Et d'ailleurs, Ouais, c'est tu peut-être t'en pour ça chies. que certains journaux sortent certaines rumeurs pour un peu Aussi. passer le temps. T'as pas grand-chose à mettre. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Lloyd? Bah, moi, je pense déjà, il va falloir voir qui sera là, parce que je pense qu'il va y avoir le retour de certains internationaux qui sont pas forcément là. Mais je pense que quand même, on va gagner. C'est un match assez facile, même si en face, c'est Nantes, ils sont 3e. Saint-Etienne, ils étaient pareils, ils étaient 3 ou 4. Bordeaux, 3 ou 4 quand on les reçoit, et la chute, elle est après. Ouais. Et il faut voir qui ils ont affronté, Nantes, actuellement, avant d'être à ce niveau-là, et qui ils ont battu aussi. Il n'y a pas grand monde. Il y a que Marseille, je crois. Ils En perdent gros, contre Marseille en plus. Marseille contre. un match qu'ils doivent pas perdre, mais ils le perdent. Donc, les autres, c'est comme tu dis, là, ils n'ont pas rencontré du lourd, ils n'ont pas rencontré des équipes comme Paris, comme Monaco, comme Lyon. Lyon, tu vois, toutes ces équipes-là. Voilà. Bah, d'ailleurs, Lyon, ça fait partie du match, je disais ça, mais Lyon, ça fait partie du match un peu compliqué qu'a eu le PSG au Parc des Princes, toi, pour le coup. Ouais, un match ridicule. Enfin, ridicule. Que moi, j'ai trouvé très très limite. Genre de performance qu'il faudrait surtout pas rééditer contre Nantes. Voilà. Mais vas-y, Lloyd, t'étais en train de parler. Donc ouais, je pense que là, on va voir avec le retour, si par exemple, s'il manque un Cavani, le style de jeu ne peut ne pas être le même. Il y aura peut-être le retour de Thiago Motta aussi, qui a annoncé, là, il a repris l'entraînement, donc c'est possible qu'il joue. Le style est différent avec Motta que sans lui, de toute façon. Mais après, en Ligue 1, Paris doit surnager. De toute façon, ils doivent être largement au-dessus. Ils doivent, même si je m'attends pas à qu'ils gagnent tous leurs matchs 5-0, il va y avoir des matchs où on va peut-être même perdre, hein, mais pour moi, Paris, là, dans les matchs, surtout à domicile, ils sont quasi imprenables. On est avec, on a la pelouse qui peut pas jouer contre nous, parce que là, c'est l'avantage des autres clubs. Aujourd'hui, actuellement, c'était que les pelouses. Quand on entend à Montpellier, on perd à cause de la pelouse. À Marseille, tous les joueurs. Match nul à Montpellier, si je peux me permettre. mais oui, voilà, c'est un jeu, hein. C'est le jeu aussi des autres équipes qui vont jouer avec ça et qui vont vouloir montrer. Il y a ceux qui vont mettre la défense à 10 et il y a ceux qui vont jouer avec une pelouse ridicule, même quitte à la labourer la veille, comme celle de Montpellier. Mais après, chez nous, je pense qu'au Parc des Princes, pour nous prendre, c'est quasi impossible. Même Lyon, qui a fait un gros match contre nous, où nous, on a plutôt déjoué, ils perdent. Marseille à domicile, je suis pas sûr qu'on fasse match nul. Je pense même que même sans parler de la pelouse, le jeu, on l'a quand même plutôt dominé, même s'ils nous ont fait beaucoup de pressing. Il marque sur 2 occasions où si la première, Areola peut la sortir pour Marseille, et la deuxième, pareil, la défense, on se demande un peu ce qu'elle fait. On est sur des errances, des erreurs personnelles, on prend pas de but sur des actions construites, des actions où c'est vraiment où on se fait déborder. Même en Ligue des Champions, on l'a pas eu actuellement. D'ailleurs, cette histoire de pelouse, faudrait en reparler dans une autre émission parce que je trouve ça absolument dégueulasse, quoi. C'est un truc qu'on voit à peu près qu'en France et il faudrait peut-être que la Ligue commence à sévir un petit peu sur ces pelouses complètement pourries parce qu'à un moment donné, le foot, tu dois aussi être, pas seulement pour le PSG, hein, pour le téléspectateur en général, tu dois pouvoir présenter un spectacle à peu près décent. Et si t'es pas foutu de jouer sur une pelouse qui est pas complètement labourée, où t'as l'impression que tu joues en CFA2, c'est ça, c'est surtout sur la qualité de la pelouse. Des fois, t'as des stades, t'as pas l'impression que c'est en Ligue 1. Par contre, le jeu de jouer un peu avec la pelouse, à une période, on se rappelle, avec le Barça, il y en a qui faisaient exprès, comme ils avaient un jeu fait de passe, ils aimaient bien que la pelouse soit bien tondue, bien courte, et ils laissaient pousser un petit peu pour que ça ralentisse leur jeu. Toi, ça peut faire partie du jeu, mais quand c'est des pelouses où t'as l'impression que, comme il disait Sacha, tu joues tu crois jamais des pelouses de pro, ça c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est pas normal. Tu dois avoir des pelouses quand même décentes. Après que tu joues un peu sur la qualité de la pelouse pour handicaper l'adversaire, ça peut arriver. Mais de là à jouer, des fois, tu as l'impression on se rappelle, il y a un champignon qui attaquait les pelouses, carrément la pelouse venait d'être refaite et je crois que c'est Toulouse qui avait un problème avec sa pelouse, il y avait un autre club comme ça. Il y a un problème au niveau des pelouses, c'est sûr ce que tu dis. Toulouse, ils ont pas un problème qu'avec leur pelouse. Oui, mais commence pas à te faire des ennemis. Ça suffit pour aujourd'hui, des ennemis. Hein. Ouais. Ça va aller, t'as 3 émissions, t'en veux combien d'ennemis? Je pense qu'on va faire pas mal. Hein. Ouais, ça va aller. Attends, ça va s'augmenter. Si j'avais une liste d'ennemis sur Facebook, je pense que je serais déjà à saturation là.
Il va y avoir un groupe pour que Sacha, je sais pas, va falloir qu'on trouve quelque chose. Ouais, c'est créer toi un qui vas le groupe, créer, le groupe. Ouais, bah oui, c'est ça. Non, en tout Non, je cas, plaisante. donc vous voyez tous les trois que le PSG va gagner facilement, tranquillement face à Nantes. Ah, c'est dur de dire le contraire quand même, franchement. Ouais, puis ils sont Mhm. supérieurs. Enfin, je veux dire, Voilà. en Ligue 1, quand tu joues, puis en plus quand tu joues au parc, mais tous les adversaires que tu croises, y compris Monaco, Lyon, Marseille, à la maison, tu dois leur mettre des claques dans la tête et puis tu dois les écarter d'un revers de la main, quoi. Il n'y a pas de... Tu dois montrer que tu es supérieur. Hein. Voilà. Tu joues contre Lyon, Monaco, Marseille. Et d'ailleurs, à l'époque, dommage que j'étais pas encore dans l'émission parce que si le tacle glissé après le OMPG, je peux te dire, je te l'aurais fait parce que. Enfin voilà, on va pas revenir On va là-dessus. pas y revenir. On est Ouais. déjà dans les temps. Merci Sacha Roulin pour ta participation une nouvelle fois. Xavier Coulant. Et Ouais, cette ça fait autant dernière. plaisir. Et cette dernière. C'est On mon t'aime bien. jubilé, tu sais. Merci à toi Xavier Coulant aussi d'être avec nous encore une fois cette semaine. C'était un plaisir. Merci à toi et merci L'œil- à tout le monde. Et Sacha, je t'aime bien quand même. L'œil malgré du tout. château. Moi aussi, je te L'œil du kiffe. château, merci à toi d'avoir été avec nous cette semaine aussi. Merci à à vous vous. tous de. Mhm. Et si Mhm. je peux me permettre, Lloyd, parce que c'est la première que je fais avec lui, j'avais entendu la première que vous avez fait, et je l'avais trouvé très bien, et je le trouve encore très bien ce soir, même si on t'a pas entendu constamment comme nous, peut-être un Je- peu moins, mais tout ce que tu as dit, que ce soit tactique football ou même sur les analyses ou les rumeurs, je t'ai trouvé très bon et très intéressant à écouter. Merci Xavier. Merci, Ouais, t'étais merci à excellent. vous en tout cas. Presque autant que Béchir, parce que Béchir, j'ai un peu léché là. Sinon, je me fais virer de main, tu vois. Non, mais juste pour y revenir, et ça reste entre nous, et bon, et ceux qui nous écoutent, c'est un peu con, mais bon, ça reste entre nous, mais franchement, c'est très difficile de vous couper la parole, tellement vous êtes dedans. Donc, non, vraiment, j'ai trouvé beaucoup de mal à couper la parole à Sacha, donc je le comprends, Lloyd, mais il va vite faire ses traces dans l'émission, et avoir sa place ici, et voilà. Moi, en tout cas, merci à vous, une nouvelle fois, d'avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà, en tout cas, merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine à jeudi prochain pour un nouvel épisode d'Intégral Foot. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.